Bonjour à toutes et à tous, Antonin Grégorio, donc je suis directeur général de Territoire Zéro Chômeur de longue durée. On a le plaisir de vous accueillir à cette université d'été en ligne, évidemment en raison du Covid, et le plaisir d'être avec Laurent Gorguillaume, président de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée, Louis Gallois, président du Fonds d'expérimentation, et Dominique Méda, que je salue. Avant de donner la parole, évidemment, simplement quelques rappels de la manière dont cela va se dérouler. D'abord, mais je pense que c'est le cas, vous pouvez agiter la petite main numérique pour être sûr que vous m'entendez et que vous me voyez bien, que nous n'avons pas de problème technique. Je pense que c'est le cas. Vous indiquez, et pas de panique pour celles et ceux qui ne peuvent pas être connectés, que ce moment, cette université d'été est enregistrée, que nous aurons le plaisir à la mettre en ligne après sur notre chaîne YouTube pour celles et ceux qui veulent la revoir. Donc, pas de panique de ce côté-là. Vous dire, d'autre part, que vos micros sont coupés, évidemment, mais que vous avez une session de questions-réponses, et notamment sur votre écran en bas à droite, le Q et R qui vous permet de poser vos questions soit pendant l'intervention de Dominique Méda, soit après, et que nous, ainsi que toute l'équipe de Territoire Zéro Chômeur, nous nous évertuerons à regrouper. Je vous indique aussi que vous pouvez voter sur les questions qui sont déjà posées, peut-être à la fois pour éviter de reposer des questions qui auraient déjà été posées, ou tout simplement pour souligner la pertinence de la question posée, et donc ça fera remonter la question. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il ne me reste plus qu'à donner la parole à Laurent Grosguillaume, donc président de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée, que je salue. Bonjour Laurent. Merci Antonin, merci à tous ceux qui sont présents et nombreux pour cette université d'été qui est particulière à deux titres. D'abord parce qu'on l'a fait à distance et que on a toujours eu l'habitude de se voir pour débattre dans des salles, avoir des échanges constructifs. Là, on l'a fait à distance de par le nombre important d'inscrits et bien entendu les conditions sanitaires. Et je crois que vous le comprendrez. Et puis bien sûr aussi contexte particulier puisque la loi va arriver donc en débat à l'Assemblée nationale prochainement sur la suite en fait de territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc on est dans un moment particulier, voilà, avec une crise sanitaire, une crise sociale, économique, et donc la nécessité d'inventer de nouvelles solutions. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est une solution parmi d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Nous, on est humble, hein, on ne dit pas qu'on est la solution à tout, on est une solution et en tout cas, nous sommes concrets et on expérimente dans les territoires, on produit des résultats et surtout, on accompagne les personnes en partant de leurs besoins, de ce qu'elles veulent faire. Et donc, on ne fait pas pour les personnes, mais on fait avec. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, on a la chance d'avoir eu l'année dernière Bernard Stiegler, qui, hélas, nous a quittés et qui était intervenu à notre université d'été donc pour témoigner de la question du revenu contributif et de l'expérimentation qu'il menait donc en Seine-Saint-Denis. Donc on a bien sûr une pensée pour lui, pour ses proches, sa famille. Et voilà, et je vous invite, quand vous en aurez le temps et l'occasion, à lire Jean Bernard Stiegler, si vous ne l'avez pas encore fait, car il était pleinement dans l'actualité liée aux conséquences du numérique, à la société, la démocratie, enfin tous les enjeux qui sont liés à la technologie, voilà, avec un recul important. Puis on a eu aussi le témoignage d'Alain Supiot, qui lui avait témoigné dans notre journal. Donc on essaie dans cette université de voir loin, hein, en soulevant de nouveaux sujets. Alors, on ne va pas parler forcément de tout ce que nous débattons habituellement, puisque de toute façon, nous aurons une assemblée générale fin septembre, avec une fabrique du consensus l'après-midi qui sera ouverte à tous, hein, ou à laquelle vous pourrez participer, pour parler spécifiquement des enjeux liés au déroulement de territoire zéro chômeur. Là, ce qu'on a envie de faire dans cette université d'été, c'est de voir plus loin, d'aborder la question du travail, de l'emploi et des solutions, bien sûr, qui peuvent être mises en œuvre à grande échelle et toujours avec un idéal. On n'est pas dans le solutionnisme, on est bien dans porter aussi un idéal. Et qui de mieux pour le faire, bien entendu, que Dominique Méda, que nous remercions d'abord de s'être libéré pour cette université d'été, et qui, Dominique Méda, donc vous la connaissez bien, qui est philosophe, sociologue, spécialiste du travail et des politiques sociales. J'avais eu d'ailleurs l'occasion d'échanger avec elle à une époque où j'étais médiateur sur les auto-entrepreneurs en particulier
parce qu'elle a toujours eu justement des positions très claires sur ces sujets et sur la question de la précarité, voilà, avec des chercheurs qui travaillent dans son laboratoire sur tous ces enjeux importants. Elle est professeure donc à l'université de Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres aujourd'hui, communauté université, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales et co-titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi et politique sociale. C'est quasiment territoire zéro chômeur en fait, hein. Avec un peu d'humour, je dis ça. Collège d'études, donc au Collège d'études mondiales. Et ces travaux portent donc sur la place du travail dans nos sociétés, les rapports entre économie et politique, les instruments avec lesquels nous mesurons la richesse d'une société, la place des femmes dans l'emploi, le modèle social français. Et l'une des auteurs de la tribune qui a été publiée dans 27 médias et 23 pays, et signée par 3000 chercheurs issus de plus de 600 établissements universitaires, qui s'intitulait Démocratiser l'entreprise pour dépolluer la planète. Vaste enjeu qui nous concerne tous et bien entendu pour toutes les générations qui viennent. Et ce texte donc appelle à la création d'une garantie d'emploi pour tous, à la main donc des collectivités locales. Alors j'ai résumé ce que fait Dominique Méda parce que bon, voilà, elle a plein de cordes à son arc, mais nous, clairement, Dominique, le projet s'inscrit dans cette, et tu l'as vu avec le film de Marie-Monique Robin, Oui. ce lien entre l'écologie et le social. Voilà, on est au cœur de ça, en fait, en mettant l'humain au cœur. Et donc, voilà, on va te donner la parole, bien entendu, juste après que normalement Louis Gallois devrait dire un petit mot puisqu'il est connecté. Et je remercie aussi, bien sûr, nos membres fondateurs, hein, ATD Quart Monde, Emmaüs France, le Secours catholique, le Pacte civique, la Fédération des acteurs de la solidarité, et puis toutes les associations qui participent à nos travaux, comme le CORAS, APF et bien d'autres encore. Donc merci à tous et à tous les bénévoles dans les territoires qui se mobilisent, à toutes les personnes privées d'emploi qui sont mobilisées aussi pour intégrer les EBE et développer des activités, et à tous les salariés des EBE qui se battent au quotidien pour prouver que c'est possible, voilà, dans nos 10 territoires actuels et dans tous ceux à venir. Voilà, donc j'ai été assez long. L'important, ça va être d'écouter Dominique Méda, et puis ensuite on pourra réagir à la fin, bien sûr, de son intervention. Et je pense que Louis Gallois, je ne sais pas si Antonin, tu as Louis en ligne. Oui, Laurent, on Oui, laisse une ok. seconde. Louis Gallois va donc une petite intervention. Et j'en profite pour redire que vous avez le question-réponse en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à poser vos questions, qui nous permettra après d'organiser le temps d'échange avec Dominique Méda et Laurent Guillaume. Bonjour Louis, bienvenue. Bonjour C'est une Antonin, est-ce que facilité. vous m'entendez? Tout à fait, très bien, Louis, on vous entend Très bien, parfaitement bien. écoutez, c'est le principal. Vous ne le voyez pas, mais c'est pas très grave. Euh, Je vous en prie. voilà, voilà. Euh, Bien, d'abord bravo, bonjour à toutes et à tous et bravo pour le succès de cette université d'été. Je crois que c'est extrêmement encourageant parce que ça montre bien la mobilisation autour de la lutte contre la privation d'emploi et pour notre expérimentation. Comme l'a dit Laurent il y a quelques secondes, la grande affaire pour nous cette année, c'est la proposition de loi d'extension et de prolongation de l'expérimentation. C'est évidemment TZ qui est en première ligne. Mais, et je tiens d'ailleurs à féliciter Laurent, le conseil d'administration, l'équipe de TZ qui ont remarquablement travaillé pour faire en sorte que cette proposition de loi soit inscrite et dans des termes qui, je reviendrai d'un mot dessus, sont des termes qui correspondent à l'esprit que nous avions souhaité. Donc, le principe est acquis, la date de passage devant l'Assemblée est fixée, les rapporteurs désignés, bref, l'affaire est en bonne voie, mais elle n'est pas à son terme. Nous ne nous démobilisons pas parce qu'un certain nombre de combats restent devant nous. TZ a proposé des amendements. Certains sont très importants pour préserver l'originalité et la radicalité de l'expérimentation. Il faut qu'ils soient présentés et votés. C'est un premier travail, pas évident. Deuxièmement, à la différence de la première loi, l'unanimité est loin d'être acquise et les adversaires de l'expérimentation n'ont pas baissé la garde. Ils vont essayer de réorienter, j'allais dire de désorienter le projet et d'en limiter le développement. D'autres batailles devront être menées d'ailleurs sur les décrets, parce que la loi c'est une chose, mais après il y a des décrets, il y a
le cahier des charges, il y a la nature et le format de TCLD, c'est-à-dire du fonds d'expérimentation que j'ai l'honneur de présider. Donc tout cela fait qu'il me paraît essentiel que nous restions très mobilisés, unis, cohérents dans les démarches des uns et des autres vis-à-vis des autorités publiques qui consultent et qui vont chercher à regarder s'il n'y a pas quelques divergences, quelques nuances entre nous. Et je pense qu'il est extrêmement important que nous manifestions une grande cohérence. C'est comme cela que dans le passé, et c'est comme cela que dans le futur, une fois de plus, nous convaincrons. Voilà ce que je voulais dire et je laisse la parole à Dominique Méda qui va certainement beaucoup plus intéresser notre auditoire que les propos du président de ETCLD. Merci Louis pour ton intervention et te préciser ainsi que Dominique Antonin que je salue en particulier nos amis de Bruxelles qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette université d'été puisque vous savez Bruxelles porte un projet, la ville donc d'expérimentation, donc on leur fait un petit coucou et nous aurons l'occasion de nous retrouver puisqu'on va créer maintenant une internationale territoire zéro chômeur de longue durée parce que nous avons une vocation internationaliste. Et oui, voilà. C'est la deuxième internationale. Alors ça, c'est un débat. Tu sais, il y en a qui défendent plusieurs, il y en a 3, il y en la a eu 4. Alors, il y en a eu 4. Dominique Méda a quelques idées sur ces internationales. Il y en a eu 4, c'est certain. Et donc, simplement, Dominique Méda, je vous laisse la parole, mais simplement rappeler le déroulé. Donc, votre intervention, une petite heure environ, et après, un moment d'échange à partir des questions-réponses qui auront été formulées. Et je remercie l'ensemble des territoires qui sont connectés et je leur redis que la mobilisation doit continuer, notamment à l'égard des parlementaires, vu que le texte est en discussion. Cela est dit, la parole est à vous, Dominique. Merci. Merci pour toutes vos interventions introductives. Écoutez, je suis très, très honorée et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de pas nécessairement parler de ce très, très beau projet que je connais. J'ai notamment lu tous les rapports qui le concernaient. J'ai vu le magnifique film de Marie-Monique Robin. Donc, j'ai eu envie de vous parler en fait de l'histoire du travail, de l'histoire longue du travail et puis des questions qu'on se pose sur le travail aujourd'hui, sur la place qu'il doit occuper dans la société. Donc, vous allez voir, je vais vous emmener assez loin et j'espère que vous allez accepter de faire ce voyage avec moi. Alors, voilà ce que je voudrais vous présenter, une histoire longue du travail, du tripalium à la norme du travail épanouissement. Je voudrais qu'on regarde ensemble comment on est passé de l'idée d'un travail instrument de torture à l'idée que le travail doit nous permettre de nous réaliser et de nous épanouir. Ensuite, alors ça c'est plutôt, le petit 1, c'est plutôt une réflexion un peu philosophique sur le travail. Je vous proposerai après de regarder ce que les enquêtes internationales nous disent sur les attentes qui sont placées par les individus sur le travail. J'essaierai de regarder si ces attentes sont satisfaites ou non. Je me demanderai si le modèle social français est coupable ou non de la non-réalisation de ses aspirations. Et puis, j'essaierai d'ouvrir un peu la perspective en me demandant sur quelle base on peut réinventer le travail. Alors voilà, je vous emmène dans ce petit voyage pour d'abord donc nous interroger sur l'histoire longue du travail. La question que je me suis posée il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à écrire sur le sujet, et même un peu plus longtemps, c'est est-ce que cette notion de travail a toujours existé? Est-ce qu'elle a toujours eu le même sens? C'est-à-dire, est-ce que le travail a toujours été perçu et vécu de la même manière dans toutes les sociétés? Bon, la réponse, me semble-t-il, assez claire, c'est non. Et donc, la thèse que j'ai défendue et que je vais essayer de vous montrer très, très rapidement, c'est plutôt qu'il y a un caractère historique de notre concept de travail, ou du moins de sa perception. C'est-à-dire que notre concept moderne de travail, il est constitué de plusieurs couches de signification qui ont été déposées au cours des siècles. Et elles n'ont pas nécessairement été rationalisées, elles se sont comme ça sédimentées, et donc on est en face d'un concept en quelque sorte en forme de millefeuille. Ça, c'est dans ce petit bouquin, petite page de pub, que je raconte cela. Alors, la thèse que je défends, et alors, vous voyez, on est des scientifiques, on est des chercheurs, mais nos thèses doivent pouvoir être contredites. Donc, moi, je propose une thèse qui peut tout à fait être contredite.
Ma thèse, c'est qu'avant le XVIIIe siècle, il y avait une absence de notre concept moderne de travail. Je ne dis pas que le travail n'existait pas, mais on ne pouvait pas du tout parler avec la même signification du terme de travail. Alors, je vous emmène très loin, je vous ramène en Grèce, notamment en Grèce antique, où il y avait plusieurs mots pour parler du travail. Le terme de ergon, qui renvoyait plutôt à l'œuvre, le terme de ponos, aux activités pénibles. Et l'idée quand même globalement en Grèce, c'est que les tâches pénibles étaient déléguées aux esclaves et qu'elles étaient non valorisées. Hannah Arendt a beaucoup parlé de cet exemple. Et donc, la grande différence dans les sociétés de la Grèce antique, hein, c'est entre les activités qui sont assumées par les esclaves, mais aussi par les artisans, parce que Aristote nous dit par exemple que les artisans ne sont pas des citoyens, parce que tout ça, c'est du côté de la nécessité. Et puis, d'un autre côté, il y a la sphère de la liberté, et c'est là qu'on trouve les citoyens et les hommes libres. Et les citoyens, les hommes libres, eh bien, ils délibèrent, ils parlent politique, ils décident ensemble des conditions de vie communes. Et donc, on a comme ça deux sphères radicalement opposées. Alors, comment connaissons-nous tout ça? On a notamment pas mal d'écrits, un écrit d'un grand spécialiste qui s'appelle Jean-Pierre Vernant, Mythes et pensées chez les Grecs, et il consacre notamment plusieurs articles à la question de ce qu'est le travail pour les Grecs. Alors, je vous donne quelques petits extraits parce que c'est vraiment très, très intéressant, parce que Vernant essaye de montrer la différence radicale qui existe entre ces sociétés et nos sociétés modernes, vous allez voir. Donc voilà ce qu'il écrit, envisageant le travail en tant que grand type de conduite aujourd'hui fortement organisé et unifié. Nous nous sommes demandé sous quelle forme il apparaît dans le monde antique, quelle place il tient dans l'homme et dans la société, comment il se trouve défini par rapport aux autres activités humaines, quelles opérations sont senties plus ou moins comme du travail, avec quels aspects, quel contenu psychologique. Alors, il fait une première remarque, une première remarque de vocabulaire, il dit, d'abord, il n'y a pas de mot qui correspond à celui de travail. Hein. C'est éclaté, donc on a un mot comme ponos, vous voyez, et puis on a un autre mot comme ergon, mais on n'a pas un seul mot. Et puis, regardez, je vous ai mis la fin de son introduction qui nous amène comme à une énigme, hein, et il nous dit, ces faits de vocabulaire nous font soupçonner entre des activités qui constituent à nos yeux l'ensemble unifié des conduites de travail, des différences de plans, des aspects multiples, voire des oppositions. Bien entendu, l'absence d'un terme à la fois spécifique et général ne suffit pas à démontrer l'absence d'une notion véritable du travail. Elle souligne cependant l'existence d'un problème qui justifie la recherche que nous avons entreprise. Que nous dit Vernant? Quelle est la leçon qu'il nous livre et qui, à mon avis, est extrêmement importante, qui ne concerne pas que le travail, mais qui concerne nos cadres cognitifs? Il nous dit ceci: on n'a pas le droit d'appliquer au monde grec les catégories économiques du capitalisme moderne, et on ne peut pas projeter sur l'homme de la cité ancienne la fonction psychologique du travail telle qu'elle est aujourd'hui dessinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passait, nous avons acquis de nouvelles lunettes et nous devons nous départir de ces lunettes, de ces cadres cognitifs pour regarder ce qui se passait avant. Et notamment, Vernant va nous montrer la grande différence qui existe entre ce monde antique et le nôtre. Donc, il nous dit que, par exemple, dans les activités des agriculteurs et des artisans, bon, l'aspect humain du travail se trouve dessiné, plus ou moins, jamais entièrement dégagé. Mais voilà, cette phrase est extrêmement importante. De façon générale, l'homme n'a pas le sentiment de transformer la nature, mais plutôt de se conformer à elle. On a déjà une première différence extrêmement forte, c'est que dans cette Grèce antique, vous n'avez pas un humain qui est placé face à la nature et qui doit transformer cette nature pour la rendre en quelque sorte à son image. Non, on doit plutôt se conformer à elle. Et cette réflexion me semble, dans la situation de grave crise écologique dans laquelle nous nous trouvons, cette réflexion-là me semble extrêmement importante. Autre différence, l'homme n'a pas le... Alors, Vernant écrit l'homme, nous on dirait les humains n'ont pas le sentiment de créer une valeur sociale. Aux diverses professions correspondent des qualités humaines différentes qui situent chacun à sa place dans la hiérarchie de la cité. Socialement, l'artisan n'est pas un producteur. Donc vous voyez, on n'a pas un rapport humain-nature où l'humain se trouve en face d'une nature à exploiter, à dominer, à mettre en forme. Et donc le travail, ça n'est pas cette activité magnifique qui nous permet de transformer le monde. L'artisan n'est pas un créateur, n'est pas un producteur.
Il essaye simplement, par exemple, dans la théorie de Platon, de faire descendre l'idée dans la matière. Bien, donc voilà la conclusion de cela. On trouve en Grèce des métiers, des activités, des tâches. On chercherait en vain le travail. Tout ça est confirmé par les recherches des anthropologues. Je vous renvoie à un très très bel article d'une anthropologue qui s'appelle Marie-Noëlle Chameau, qui a publié en 1894 un très bel article dans la revue de sociologie du travail. Là, je vous montre juste d'où vient cette première réflexion. C'était un colloque, un groupe transversal de recherche dans un colloque interdisciplinaire sur le concept de travail. Très, très intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit le travail est une notion ethnocentrique. La notion générale de travail n'est pas universelle. Quantité de sociétés semble ne pas en avoir eu besoin. Dès lors, elle a tendance à nous apparaître sous des figures négatives de l'absence, de l'éclatement, du décalage. Et elle va nous donner plein d'exemples. Exemple d'absence de la notion de travail, par exemple chez les Menge d'Océanie, en Amazonie aujourd'hui, et là, elle cite les travaux du très important anthropologue Philippe Descola, peut-être avez-vous lu son dernier ouvrage qui s'appelle « Par-delà nature et culture », extrêmement important, là encore pour penser la crise écologique aujourd'hui. Et puis je vous montre la conclusion de Marie-Noëlle Chameau, qui est ainsi, je vous propose qu'on regarde les trois lignes ici. L'approche anthropologique ne permet pas non plus d'esquiver une interrogation qui, plus que tout autre, peut être lourde de conséquences théoriques et pratiques. Peut-on dire que le travail existe quand il n'est ni pensé ni vécu comme tel? Alors, voilà ce que je vous propose, c'est de considérer qu'avant le XVIIIe siècle, en effet, nos sociétés, alors vous voyez que je fais un saut entre la Grèce antique jusqu'au XVIIIe siècle, il s'est passé énormément de choses. Et puis on a eu le Nouveau Testament, la naissance de l'individu, la reconnaissance quand même du travail par le Nouveau Testament, etc. Mais je vais très très vite, je saute les siècles pour vous dire que jusqu'au XVIIIe siècle, il me semble qu'on peut affirmer que les sociétés n'étaient pas organisées autour du travail, et que c'est seulement à partir du XVIIIe siècle qu'il y a en quelque sorte l'invention de la notion moderne de travail qui trouve son unité avec le développement du capitalisme occidental. C'est évidemment le grand œuvre d'Adam Smith, les premières pages des recherches sur les causes et la nature et les causes de la richesse des nations sont emplies de ce terme de travail. Mais ce qui est très important, c'est que chez Adam Smith, le travail est défini de manière très abstraite. Qu'est-ce que c'est le travail? C'est ce qui crée de la richesse. Donc, vous voyez, c'est extrêmement abstrait. C'est instrumental. Le travail donne sa valeur aux choses, on va parler de valeur travail, mais chez Adam Smith, il reste conçu comme une peine, un sacrifice, une désutilité. Marx d'ailleurs se moquera d'Adam Smith pour ça. Donc si vous voulez, mon idée, c'est qu'au XVIIIe siècle, on a en quelque sorte une première couche de signification apportée par les économistes, où le travail est très abstrait, défini comme de la peine, de la sueur qui nous permet de créer de la richesse. C'est la conception économique du travail. Au XIXe siècle, il se passe quelque chose de fabuleux que vous voyez dans tous les textes en Angleterre, en Allemagne, en France. Le travail acquiert une nouvelle signification révolutionnaire. Hein. J'ai appelé ce moment le travail essence de l'homme pour reprendre la phrase de Marx. Ce qui apparaît et qui jusque-là n'était pas vraiment apparu, c'est l'idée que le travail est une liberté créatrice. Une liberté créatrice. C'est plus une peine, un sacrifice, de la sueur. C'est une liberté créatrice. Et on va avoir, tout au long de la première moitié du XIXe siècle, entre Hegel et Marx, deux philosophes aussi différents, l'idée que le travail, c'est vraiment l'activité humaine. C'est ce qui nous fait humains. Mais néanmoins, Marx nous rappelle que le travail réel est aliéné. Si le travail en soi est vraiment ce qui nous fait humains, il va falloir d'abord le libérer pour qu'il devienne premier besoin vital. Et quand le travail sera libéré, alors il sera vraiment conforme à son essence, je dirais. Mais pour ça, il faut d'abord supprimer, nous dit Marx, le lien salarial. Regardez cette très très belle citation de Marx, très belle, c'est le jeune Marx, 1844. Supposons que nous produisons comme des êtres humains, sous-entendu, non pas comme des bêtes, non pas comme des animaux, non, comme des êtres humains.
alors chacun de nous s'affirmerait dans sa production. Hein. Je vous laisse regarder, j'éprouverai la jouissance d'une manifestation, j'aurai la joie de reconnaître ma personnalité en toi, etc. Et puis cette petite conclusion, nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. Donc vous voyez, si on produisait comme des êtres humains, alors par le travail, nous pourrions nous dire les uns aux autres qui nous sommes réellement, quelles sont nos capacités, ce que nous pensons, ce que nous valons. Donc, extrêmement, extrêmement important. Et puis, et j'en ai fini, voilà que va s'ajouter à la fin du 19e siècle une troisième couche de signification, où le travail devient, dans la société salariale, le pivot de la distribution des revenus, des droits et des protections. Et ce sur quoi je veux insister, qui me paraît très important, c'est qu'on va avoir une forme d'apologie du travail, alors même on n'a pas du tout aboli le lien salarial, mais qu'on l'a renforcé. Hein. Le 19e siècle, c'est le moment du développement, du début du développement de la société salariale. Et donc, sur le lien salarial, on va installer tout le droit du travail et tout le droit de la protection sociale. Et donc, au lieu d'abolir le lien salarial, on fonde sur lui l'ensemble des protections. Conclusion, notre concept actuel de travail, il est constitué de ces trois couches de signification qui se sont sédimentées au cours des siècles. Et le travail est en même temps un facteur de production, hein, c'est la conception économique du travail, c'est un moyen en vue d'autre chose, de créer de la richesse, c'est l'essence de l'homme, c'est-à-dire le moyen donné à l'homme, à l'humain, d'exprimer sa singularité et son humanité, et c'est en même temps le système de distribution des revenus, des droits, des places et des protections caractéristiques de la société salariale. Et ce sur quoi je vais insister, c'est que ces trois dimensions, elles sont contradictoires entre elles, et c'est pour ça qu'on se dispute sans arrêt pour savoir ce qu'est le travail. Parce que les uns disent, mais attends, le travail, pour moi, je voudrais que ça soit ma manière de m'exprimer, de me réaliser. Alors que pour quelqu'un d'autre, par exemple l'employeur, bah non, l'employeur, il va vouloir que ce soit un facteur de production qui lui permette une certaine rentabilité. Donc, ces dimensions sont contradictoires entre elles et elles sont le support des interprétations diversifiées du travail. Et puis, et j'en aurais fini avec ce premier point, avec cette longue histoire, je crois qu'on peut dire qu'on est passé non seulement du travail tripalium, instrument de torture, au travail, à la norme du travail épanouissement, mais aussi d'une éthique du devoir à une éthique de l'épanouissement. À la fin du XXe siècle, dans nos sociétés occidentales, le travail est vraiment devenu, comme disait Marx, premier besoin vital, et la norme du travail épanouissement s'est répandue. Et vous avez un sociologue allemand qui s'appelle Stefan Vosswinkel, qui dit assez joliment qu'aujourd'hui, le travail, c'est devenu l'une des principales arènes que les individus utilisent pour se mettre en scène, pour exhiber leurs prouesses et pour susciter l'admiration. Alors, je passe à mon deuxième point. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Un point un peu plus sociologique. Je vais faire reposer ce développement sur des enquêtes que nous avons menées avec mes collègues, notamment des enquêtes au niveau européen que l'on a rassemblées, dont on a rassemblé les résultats dans ce livre. Patricia Vindramin, c'était la coordonnatrice d'un programme européen qui était centré sur la question de la place du travail dans les différentes sociétés européennes. Alors, donc on a exploité toutes les enquêtes européennes dont on disposait. Qu'est-ce qu'on voit en réponse à cette question dans votre vie, le travail est-il important, qui vient de l'European Value Study? Eh bien, on voit en bleu foncé que le travail, et ça c'est la vague 1999, on voit dans le bleu foncé que le travail est très important. Ici, vous avez les pays, donc à la fois le bleu foncé domine dans tous les pays européens, le travail est considéré comme très important, mais avec quand même d'assez fortes différences. Regardez, d'assez fortes différences entre d'un côté des sociétés comme le Danemark, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, où environ 40% des personnes déclarent que le travail est très important, et puis ici, un ensemble de pays, la Pologne, Malte, la Roumanie, la Lettonie et la France, qui se trouvent bizarrement placés avec ces pays, où on est entre 60 et 80% des personnes qui disent que le travail est très important. Donc une position tout à fait spécifique de la France qui est confirmée dans l'enquête de 2008. Hein, vous voyez, la France est ici. Alors cette fois-ci avec des pays un peu différents, Chypre, Malte, la Grèce et le Luxembourg. Et qui est confirmée encore en 2007. La France est ici
Ici, vous voyez. Donc, on est toujours là, on est autour de 60%. Donc, en France, on aura été autour de 60 à 70% de personnes qui disent que le travail est très important, à côté de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Slovaquie, de l'Espagne et de l'Italie. Alors, comment expliquer tout ça? On observe une corrélation négative, normalement, entre le niveau de PIB et l'importance accordée au travail. Mais en France, hein, on a quand même encore un PIB élevé, malgré ce qui est en train de nous arriver, et les Français accordent pourtant une très forte importance au travail. Alors, ce qu'on voit, c'est un lien avec le taux de chômage. En France, comme dans les autres pays, il y a une corrélation entre l'importance accordée au travail et le taux de chômage, hein. C'est-à-dire que dans les pays qui doivent faire face à un chômage de masse, les habitants considèrent plus souvent le travail comme très important. Alors ça, c'est un graphique que je trouve vraiment très, très, très intéressant pour montrer la spécificité française, hein. C'est issu de l'enquête de l'EVS 2008. Donc, c'est la proportion d'individus qui jugent que le travail est très important. Et on regarde ce qui se passe en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. La France est en rouge. Mais là, on dissèque en quelque sorte par statut. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que, alors ça, c'est assez normal, hein, les gens qui, enfin normal, je ne sais pas s'il y a de la normalité, mais voilà, quand on regarde les gens qui travaillent à temps plein, qu'ils soient français, allemands ou britanniques, ils ont tous à peu près la même proportion à dire que le travail est très important. Mais regardez comme c'est intéressant de voir que la position française bouge très peu, que vous soyez à temps partiel, indépendant, au chômage, retraité, étudiant ou au foyer, les Français sont très nombreux, les plus nombreux, toujours les plus nombreux, à dire que le travail est très important. Regardez la différence pour les gens qui travaillent à temps partiel, regardez quand même la différence pour les indépendants, pour les gens au chômage, très très important, retraités, encore pire, hein, les Français continuent à dire que le travail est très important alors qu'ils sont retraités, les étudiants et y compris les personnes au foyer. Donc là, si vous voulez, on voit qu'il y a quand même une situation tout à fait spécifique de la France. Autre situation spécifique et peut-être qui explique la spécificité française, hein. Vous voyez, là, on demande aux gens de dire si pour eux, l'intérêt intrinsèque du travail est important ou pas. Alors, c'est quoi l'intérêt intrinsèque du travail? C'est le contenu du travail, ce que je peux vraiment réaliser, l'activité de travail, à l'intérieur de l'activité de travail. Eh bien, vous voyez que la France est le pays, là encore, à l'avant-garde pour ce qui est de l'intérêt intrinsèque du travail. Nous sommes les plus nombreux en France à dire que oui, l'intérêt intrinsèque du travail est important, versus, vous savez, on oppose souvent les caractéristiques intrinsèques du travail aux caractéristiques dites extrinsèques, le salaire et la sécurité de l'emploi. Je vous montre encore quelques diapos très, très intéressantes pour vous montrer maintenant, à l'intérieur de la France, ce qu'on observe. Vous voyez, là, on demandait aux gens, c'est une autre enquête, une enquête très intéressante à laquelle j'avais participé, où on interrogeait les gens sur leur identité et la place du travail dans leur identité. Eh bien là, quand vous demandez aux gens, qu'est-ce qui vous définit le mieux, qu'est-ce qui dit le mieux qui vous êtes, les personnes répondent massivement la famille, et toutes les catégories socioprofessionnelles répondent à peu près de la même façon. Vous voyez, les ouvriers non qualifiés, comme les agriculteurs, comme les professions intermédiaires, répondent avec des taux très, très, très importants que c'est la famille qui dit le mieux qui ils sont, alors que pour le métier, vous avez d'immenses différences. Regardez, 69% pour les agriculteurs, 71% pour les cadres, 33% pour les ouvriers non qualifiés. Ça, je trouve ça très, très important, très, très intéressant. Et puis une dernière diapo là-dessus, hein, pour vous montrer toujours, quand on demande aux gens, est-ce que pour vous le travail est très important, plus important que d'autres choses, eh bien, si on rentre finement sur les professions, on va voir que par exemple, les professions de l'information, de l'art et des spectacles, elles sont très nombreuses à dire que le travail est très important et plus important que d'autres choses, versus les employés administratifs d'entreprise qui, eux, sont très, très peu nombreux. Alors, oui, j'en arrive à un point très important, c'est le caractère déterminant de l'expérience du chômage pour comprendre l'importance du travail. 2 ouvrages déterminants pour comprendre ça. Un ouvrage un peu ancien, Les chômeurs de Marienthal, publié en 1932,
et Travailler pour être heureux, publié en 2003. Les chômeurs de Marienthal, c'est un livre publié donc en 1932 par trois sociologues, donc vous voyez les noms ici, qui ont assisté à la fermeture d'une usine en Autriche et au ravage que la fermeture de cette usine a suscité, avec des analyses extrêmement fines sur ce que devenaient les gens et notamment sur les différences genrées de cette expérience du chômage, avec des hommes qui perdent complètement la notion du temps et des femmes qui, certainement parce qu'elles s'occupent plus des tâches domestiques et familiales, restent encore un peu cadrées du point de vue du temps, mais éprouvent également de très forts bouleversements. Et puis, un autre livre plus récent de Christian Baudelot et Michel Golac, Travailler pour être heureux, une grande enquête qui avait été menée en 1997, à laquelle j'avais eu aussi la chance de participer. Et que montre cette enquête? Elle avait été déployée par l'INSEE, et elle commençait par une question ouverte. Les gens ne savaient pas que l'enquête concernait le travail. Et cette première question était ainsi libellée: pour vous, qu'est-ce qui est important pour être heureux? Et alors, regardez ce tableau qui nous donne des résultats vraiment, vraiment impressionnants, hein. Donc, c'était l'enquête Travail et mode de vie, passée en 1997. Si on regarde la moyenne, hein, que répondent les gens en moyenne? Ils répondent, c'est assez classique, hein, c'est le tiercé classique. La santé en premier, qu'est-ce qui pour moi est le plus important pour être heureux? 1, la santé, 2, la famille, 3, le travail, 4, l'argent. Mais si maintenant on regarde selon le statut des personnes, on s'aperçoit de la radicale différence des réponses, par exemple des actifs en CDI et des indépendants, qui redupliquent à peu près ce tiercé, et de la réponse des chômeurs et des actifs en CDD, et notamment des chômeurs. Regardez, ce qui vient en premier, c'est le travail, 43%, suivi de la santé, puis de la famille et de l'argent. Donc une radicale inversion des réponses. Donc, je résume mon deuxième point. Le travail est très important, mais il est moins important que la famille. Les dimensions expressives sont très développées. Les dimensions expressives, c'est la volonté de se réaliser dans son travail, mais les dimensions instrumentales persistent. Les attentes des Français sont parmi les plus intenses. Celles des jeunes, je ne vous en ai pas parlé, mais notre enquête européenne avait été déclenchée par cette idée qu'on commençait à lire partout, que les jeunes n'avaient plus envie de travailler, n'aimaient plus le travail. Eh bien, on a vu que les attentes des jeunes au sujet du travail était encore plus intense que celle des autres tranches d'âge. On a constaté également un rapprochement des modèles de genre, c'est-à-dire que les jeunes filles aujourd'hui ont exactement les mêmes attentes que les jeunes garçons, et même, ça s'est un peu inversé. Il y a un souci partagé chez les garçons et les filles, chez les hommes et les femmes, que le travail soit mieux intégré dans la vie, et les demandeurs d'emploi, nous venons de le voir, attachent plus d'importance au travail que les autres. Voilà ce que l'on peut dire des attentes qui pèsent, qui sont aujourd'hui placées sur le travail. J'en arrive à mon troisième point, qui consiste à me demander si ces attentes immenses, et vous avez vu particulièrement immenses en France, est-ce qu'elles sont satisfaites ou non par notre organisation productive? Eh bien, il faut que nous nous souvenions que pendant que ces enquêtes étaient menées dans les années 80-90, il y a eu un double changement en œuvre dans les entreprises. D'abord, se sont développées de nouvelles formes d'organisation du travail, avec l'appel à l'engagement de la subjectivité. On a demandé aux salariés de plus s'impliquer, de prendre des initiatives, d'être responsables. Et on leur a dit, si vous faites cela, alors vous pourrez travailler de façon plus autonome. Et puis, s'est mise en place également une nouvelle instrumentation de cadrage de l'activité. On a développé des indicateurs, on a mesuré la performance, on a développé des systèmes de contrôle, de surveillance. Et donc, finalement, cette promesse d'autonomie, elle a été très contrôlée. L'autonomie est devenue très contrôlée. Tout ça s'est passé dans un contexte, vous le savez, d'augmentation du chômage, de durcissement des contraintes issues de la mondialisation et de financiarisation accélérée et de pression accrue pesant sur les entreprises en matière de rentabilité. D'où une double crise. Une crise de l'emploi et une crise du travail. Une double crise. Crise de l'emploi, je ne vais pas m'y attarder, vous la connaissez par cœur, un taux de chômage français en augmentation constante, et puis les chiffres, vous les connaissez mieux que moi, ça c'était les chiffres d'avant la crise sanitaire, bien sûr,
avec quand même, hein, je regardais l'autre jour les chiffres depuis 1996, on a les séries longues de l'INSEE, et bien quand même des décennies où on a gardé des taux de chômage extrêmement importants, avec une augmentation constante du nombre de personnes au chômage de longue durée, pendant qu'on avait une explosion des contrats courts, même si le stock restait en CDI. Donc une crise de l'emploi et une crise du travail. On a les très passionnantes enquêtes de la Fondation de Dublin sur les conditions de travail qui nous permettent de mettre en évidence la très grande médiocrité des conditions de travail en France. Je vous donne quelques chiffres, on ne les commande pas tous parce qu'il y en aurait trop, mais voyez ce chiffre quand même important, 27% des salariés français stressés dans leur travail. À côté, j'ai mis les chiffres d'autres pays, des meilleurs élèves, hein, vous voyez par exemple les Pays-Bas, 10%, 54% qui déclarent souffrir d'une fatigue générale, et tout ça c'était avant la crise sanitaire, 59% qui déclarent travailler à des rythmes très élevés, seulement la moitié qui disent qu'ils sont consultés en cas de réorganisation de leur travail ou qui déclarent pouvoir influencer des décisions importantes pour leur travail, et puis 21% seulement qui se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail. Donc voilà, c'est ce que j'appelle une très grande médiocrité des conditions de travail. Alors, les conséquences pour certains salariés, vous les connaissez, c'est une perte de sens du travail. On n'a pas cessé d'entendre depuis ces dernières années des regrets sur la perte de sens du travail, le sentiment, alors ça on le voit dans toutes les enquêtes, notamment les enquêtes conditions de travail de la DARES qui sont extrêmement intéressantes, le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, l'impression de saboter son travail, l'absence de reconnaissance de son travail, un chiffre quand même très alertant, 52% des salariés qui déclarent qu'ils ne se sentent pas capables de faire le même travail jusqu'à 60 ans. C'est un chiffre qu'on a beaucoup entendu pendant l'annonce de la réforme des retraites, et puis une dégradation des conditions de travail, notamment dans la fonction publique et la fonction publique hospitalière. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la fonction hospitalière il y a un an, avec les revendications des hospitaliers, on le voyait parfaitement dans les enquêtes conditions de travail de la DARES. Alors, évidemment, on le sait, hein, le chômage freine l'amélioration de la qualité de l'emploi, et donc on a un double problème lié du chômage et de la qualité de l'emploi. Alors, qu'est-ce qui est coupable? Pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi est-on dans cette situation? Et est-ce que, comme des tas d'économistes nous le disent depuis une trentaine d'années, est-ce que c'est parce qu'on a un mauvais modèle social? Un modèle social qui, par exemple, protégerait trop les gens ou indemniserait trop le chômage, par exemple. Alors là, on a consacré récemment, il sort en poche là, aujourd'hui, je crois, avec Éric Heyer et Pascal Loquiec, on a consacré un petit bouquin à cette question qu'on a appelé Une autre voie est possible. Et notre thèse, c'est vraiment celle-là. C'est que non, le modèle social français n'est pas coupable. L'explication de la crise de 2008 s'explique plutôt par une série de dysfonctionnements et d'erreurs de politique économique. Des dysfonctionnements du capitalisme financier et le résultat qui est le surendettement des agences privées, une gestion catastrophique de la crise des dettes souveraines européennes. Souvenez-vous ce qui a été fait à partir de 2010-2011. On nous a dit, et je ne voudrais pas que c'est ce qu'on commence à nous dire en ce moment, c'est-à-dire, dites, la dette, ça ne va pas du tout, il faut maintenant passer à de l'austérité budgétaire pour rétablir nos finances publiques, l'obsession du rétablissement des finances publiques, c'est ça qui nous a fait repartir dans la catastrophe en 2010-2011. Mais parmi les explications de la crise de 2008, il y a aussi les politiques de désinflation compétitive qu'ont suivi les différents pays, l'Allemagne en tout premier, hein, en 2002-2003, souvenez-vous, avec les réformes Hartz, suivies par d'autres pays européens, et donc une sorte de course à l'échalote à celui qui abaissera le plus les normes du travail, et puis une politique de l'offre et de la désinflation compétitive, donc, qui nous ont complètement mis à plat. Et il nous semble, c'est l'idée qu'on défend dans ce livre, que le modèle social français a été en quelque sorte un bouc émissaire. Un bouc émissaire. C'est une réflexion qui est théorisée depuis la fin des années 80 par les institutions internationales, notamment l'OCDE, hein, cette idée que notre modèle social serait trop lourd, qu'il y aurait trop de règles, et que c'est ça qui expliquerait nos problèmes.
cette politique théorisée et mise en place quand même en France, hein, elle a entraîné un emploi précarisé, une insécurité de l'emploi, un travail finalement insoutenable. Je crois qu'on peut dire que pendant ce temps, on a négligé l'investissement et qu'on a aggravé la fracture sociale et territoriale. Je vous donne un petit exemple, peut-être connaissez-vous ces fameux graphiques de l'OCDE. L'OCDE avait mené vraiment une véritable campagne contre la législation de protection de l'emploi des différents pays. Et donc, l'OCDE aimait faire ce type de graphique. Vous voyez, dans ces graphiques, les bâtons représentent la sévérité de la protection de l'emploi. La protection de l'emploi, c'est l'ensemble des dispositifs qui encadrent l'embauche ou la rupture du contrat de travail. Donc, quand c'est facile de recruter en contrat temporaire, c'est bien, vous avez un tout petit bâton. Quand c'est plus difficile, vous avez un grand bâton. Et puis, quand c'est difficile de licencier, alors vous avez un grand bâton. Alors, regardez, il y a des pays qui ont des grands bâtons et des pays qui ont des tout petits bâtons. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, le Canada. Et nous, la France, on est là. Et on a un bâton quand même assez grand, mais qui est dû à la fois à la réglementation des licenciements, ça c'est les licenciements, et ça c'est l'emploi temporaire. Et donc l'OCDE et les économistes ont adoré faire ce genre de corrélation, vous voyez, où on met d'un côté la durée du chômage, alors à un moment c'était le taux de chômage, à un autre moment la durée du chômage, et puis ce qu'on appelle, regardez, parce que le vocabulaire est quand même tout à fait intéressant, la rigueur globale de la législation protectrice de l'emploi. Hein. La rigueur, on parle parfois de rigidité. Donc, on crée des indices de rigueur de la LPE ou de rigidité de la LPE. Et en gros, hein, ce que nous disent ces graphiques, c'est que plus votre emploi est protégé, plus c'est difficile de licencier, plus votre taux de chômage ou votre durée de chômage est élevé. Et puis, on a oublié dans tout ceci, bien sûr, les coûts du chômage, mais ça, tout ça, vous connaissez par cœur, bien sûr, puisque vous êtes aussi appuyé là-dessus pour développer cette très belle expérimentation, ce très beau projet. Selon plusieurs études, environ 100 milliards qui sont consacrés à soigner le chômage, sans compter le coût psychologique de la détresse, jamais pris en compte. Alors, j'en arrive à ma dernière partie. Comment peut-on réinventer le travail? La question que je me pose, c'est est-ce que parmi un certain nombre de scénarios disponibles, et donc je vous en proposerai 3, moi, est-ce qu'il y en a un qui est le plus susceptible à la fois de satisfaire les immenses attentes qui sont placées sur le travail et de réduire le chômage? Est-ce qu'on aurait un scénario qui nous permettrait de faire les deux en quelque sorte, qui serait le scénario gagnant? Alors, je vous propose 3 scénarios que j'ai comme ça isolés les uns des autres, mais qui peuvent très bien arriver en même temps. Et là, je les isole pour la facilité de l'exposition. J'ai appelé le premier scénario le démantèlement du droit du travail et la flexibilité. C'est l'idée soutenue notamment par l'OCDE, hein, on vient d'en parler ensemble, à partir des années 90. C'est l'idée que si on veut créer des emplois, il faut sinon démanteler, mais au moins considérablement assouplir le droit du travail, que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et donc, l'OCDE a inauguré une forme de benchmarking entre les pays. Hein. Ça veut dire on compare les performances des pays et on compare les performances en matière de chômage. Et puis, on essaie de faire des corrélations, comme les tableaux que je vous ai, ou les droites que je vous ai montrées tout à l'heure. Et donc, on a vu pulluler les indices, comme par exemple un indice qui s'appelle Doing Business, où la facilité à licencier constitue un critère de performance. Hein. Plus c'est facile de licencier, mieux c'est. L'idée qui est derrière tout cela, c'est que le chômage est causé par de mauvaises institutions. Donc, ce sont des économistes néoclassiques, mais qui réintègrent les institutions dans leur raisonnement et qui pensent que le chômage est causé par de mauvaises institutions. Parmi ces institutions, il y a par exemple la législation protectrice de l'emploi ou par exemple l'existence de syndicats ou l'existence d'une indemnisation du chômage. Tout ça, ce sont des institutions. Eh bien, ces institutions, ces règles, elles entravent
l'allocation naturelle des emplois. Il y a un processus de destruction créatrice des emplois qui existe. Il faut le laisser faire. Il ne faut pas s'y opposer. Donc, il faut supprimer ou adapter ces règles qui entravent le processus de destruction créatrice des emplois. Alors moi, il me semble que ce scénario, je ne suis pas sûre qu'il soit capable de créer des emplois. Je ne suis pas sûre qu'il en ait créé. Mais en revanche, je pense qu'on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser qu'il n'est pas bon pour satisfaire les attentes que nous avons placées sur le travail. Les attentes d'un travail épanouissant, d'un travail intéressant, d'un travail réalisé dans des conditions décentes. Il me semble au contraire que les résultats de telles politiques qu'on a vues à l'œuvre ces dernières décennies, c'est une dégradation des conditions de travail, c'est un déséquilibre des rapports de force à l'intérieur de l'entreprise, entre salariés et employeurs, c'est une perte de leur pouvoir de négociation pour les salariés, et ça consiste tout simplement et ça Alain Supiot l'a très très bien montré, ça consiste à mettre en compétition les législations nationales du travail et, comme je dis tout à l'heure, avoir une sorte de course à l'échalote à celui qui abaissera le plus son droit du travail pour être le plus compétitif possible. Un exemple que j'avais étudié à l'époque avec des collègues, bien sûr, le contrat nouvelles embauches, où on avait bien montré que le contrat nouvelles embauches qui permettait aux petites entreprises de ne pas motiver le licenciement pendant 2 ans, eh bien, il a en fait aggravé la dureté des conditions de travail dans ces entreprises. Je pense aussi, bien sûr, aux différents Jobs Acts qui ont été mis en place ces dernières années en Espagne ou en Italie, ou encore dans notre pays, à la loi El Khomri et aux ordonnances de 2017, qui ont finalement, on le voit bien dans le dernier rapport de France Stratégie, qui ont désincité les salariés à aller devant les prud'hommes et qui ont finalement multiplié les outils qui permettent de réduire l'emploi. Ma collègue Evelyne Serverin, juriste du travail, dit souvent qu'aujourd'hui, on dispose vraiment sur les étagères d'une énorme quantité d'outils qui nous permettent de réduire l'emploi. Alors, donc voilà, le scénario 1 du démantèlement du droit du travail, il ne me paraît pas susceptible de satisfaire les attentes qui sont placées sur le travail. Alors, un autre scénario très en vogue, on n'a entendu que ça depuis une dizaine d'années, que j'ai intitulé le scénario de la révolution technologique. Est-ce que ce scénario nous permettrait par hasard à la fois de créer des emplois et de satisfaire les attentes qui pèsent sur le travail? Je vous montre l'architecture théorique sur laquelle repose ce scénario. Ça a commencé dans les années vers 2010 avec un livre qui s'appelle The Future of Work, mais aussi un livre et un article extrêmement importants qui ont été diffusés dans le monde entier, qui ont été copiés, médiatisés et qui ont fait très peur. Un livre qui s'appelle Race Against the Machine, la course contre la machine, de 2 auteurs du MIT qui ont publié ça en janvier 2012 et qui annonçait finalement qu'on allait détruire beaucoup d'emplois, mais que ce n'était pas très grave. Et puis le fameux article publié en 2013 de Frey et Osborne, 2 économistes britanniques, qui nous disent en gros que la moitié des emplois vont être supprimés dans les 10 ans aux États-Unis, mais l'étude a été copiée dans des tas de pays pour dire que ça allait se passer ailleurs. Alors, quelle est la thèse soutenue? La thèse, c'est que les nouvelles technologies détruisent irréversiblement l'emploi, que la thèse de Rifkin, la fameuse thèse de 1995, The End of Work, la fin du travail, est confirmée et que c'est une bonne nouvelle, que le travail qui reste, sera de plus en plus collaboratif, donc très sympa, que c'est la fin des organisations hiérarchiques et du salariat, que désormais la création de valeur va se faire au sein de plateformes où les consommateurs vont co-construire le produit avec du coworking, du crowdsourcing. Et là encore, on nous dit que tout ça, ça sera très 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 sympa. Ce scénario rejoint l'autre parce qu'il nous dit que les règles qui encadrent le marché du travail, elles entravent le processus de destruction créatrice et qu'elles doivent être supprimées. Et enfin, que chacun doit devenir son propre manager, son propre employeur et responsable de sa carrière. Voilà un peu, je dirais, l'ensemble de cette théorie de la révolution technologique. Alors, j'attire votre attention sur les limites de cette conception, puisque cette conception, je vous redis, a fait le tour du monde et que je crois que jusqu'à la crise sanitaire, malheureusement peut-être encore plus depuis la crise sanitaire, on vivait avec cette théorie qu'on allait avoir une révolution technologique qui allait à la fois détruire les emplois, mais améliorer le travail. Quelles sont les limites de cette conception? D'abord,
les études sur ces questions, on en a aujourd'hui de plus en plus, elles sont très controversées. Hein. Si on regarde l'évolution de manière rétrospective, par exemple sur les 150 dernières années, les études montrent que l'innovation, elle s'est accompagnée de création d'emplois et non pas de destruction d'emplois. Certains ricanent en rappelant qu'on avait eu que tous les 10 ans, on a un rapport qui nous dit que ça y est, l'emploi, c'est fini. Et donc, on nous rappelle le fameux rapport Noraminck de 1978 hein, sur l'informatisation de la société, qui prévoyait tout simplement la fin de la création d'emplois dans les services. Alors que ces fameux emplois dans les services, ils sont passés de 57 à 80% de l'emploi entre 80 et aujourd'hui. Et puis, l'étude, la fameuse étude de Frey et Osborne, des deux économistes, elle a été l'objet de quantité de critiques. C'est-à-dire, on a vu que c'était en fait deux économistes qui avaient regardé, qui avaient travaillé en chambre, qui n'avaient jamais été sur le terrain et jamais regardé comment ça se passait réellement, le processus d'innovation et la réalité du travail. Et donc, ils s'étaient assez largement plantés. On a l'impression de voir revenir la vision enchantée de la nouvelle économie qu'on avait eu beaucoup autour des années 2000. Et je pense que ce dont souffre le plus cette théorie, c'est de son déterminisme technologique. Hein, c'est-à-dire que l'idée derrière tout ça, c'est que tout ce qui doit être possible doit être réalisé, sans prendre en considération les résistances des travailleurs et des consommateurs. Or, ils n'ont pas nécessairement envie, les travailleurs et les consommateurs, de voir le travail et la consommation radicalement automatisé, alors que le travail est encore largement quand même matériel, humain, taylorien, hiérarchique, que évidemment de nombreux secteurs ne sont pas destinés à être automatisés. On pense à l'agriculture, aux soins aux personnes, à l'éducation, à l'artisanat, à la réparation. Et puis pour finir, hein, on a une étude allemande qui, en 2016, a montré que c'était sans doute plutôt 9% et pas 50% des emplois qui risquaient d'être automatisés dans 10 à 20 ans. Mais qui a dit également qu'en effet, on aurait bien des transformations radicales des emplois, de plus de la moitié des emplois, donc pas la disparition, mais la grande transformation. Et puis, on a quand même cette vision de l'automatisation totale de la société, elle est porteuse de risques très forts de déshumanisation du travail, hein. Ce qu'on appelle le travail au robinet ou le travail à la demande, la gig-économie, les micro-travailleurs, le digital labor, avec un exemple qu'on a vu se développer, que Laurent Ganguillaume connaît évidemment très bien, c'est le développement du travail pour les plateformes, avec les deux plus connus, hein, Uber et Deliveroo, c'est-à-dire des plateformes qui se présentent comme de simples intermédiaires techniques. Hein, elles disent, nous, on ne fait que mettre en relation les gens, on est neutre. Par exemple, Uber a longtemps dit qu'il n'était pas une entreprise de transport, mais simplement une entreprise technologique visant à mettre les gens en relation, ce qui leur permet de ne pas respecter les législations sectorielles, par exemple la législation relative au transport. Vous savez aussi sans doute que sur ces plateformes, on demande aux travailleurs, dans la plus grande partie des cas, de prendre le statut de micro-entrepreneur. Donc, on ne les considère pas comme des salariés, ce qui permet évidemment à ces plateformes de faire l'économie des cotisations sociales, ce qui est énorme, et ça leur permet de mener une concurrence complètement déloyale avec les autres. Alors, on le sait bien que des contentieux se sont multipliés et ont débouché sur l'idée que ces travailleurs étaient bien des salariés. Hein. La Cour de cassation, dans sa décision du 4 mars, a dit que ce statut de micro-entrepreneur pour les travailleurs des plateformes était un statut fictif. Et malheureusement, le confinement a accéléré l'externalisation et la plateformisation du travail. Et puis, j'en termine dans ma critique de ce scénario. Hein. Ce scénario, il est porteur d'une vision automatisée et dématérialisée de la production, alors que la consommation de matière n'a jamais été aussi élevée. Et la critique principale qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il il fait une impasse radicale sur l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, et sur la nécessité d'engager nos sociétés dans la reconversion écologique. Et c'est mon scénario numéro 3, vous l'aurez deviné, c'est mon préféré, donc le scénario de la reconversion écologique qui consiste tout simplement à prendre en compte, à prendre au sérieux la contrainte écologique et la nécessité de prendre soin des ressources naturelles et humaines. Ça, je vous le rappelle, mais on l'a tellement entendu ces dernières fois, ces derniers mois, que je crois qu'on est maintenant tous d'accord là-dessus. Ça, c'est quand même la dernière enquête française qui a été publiée il y a très peu de temps et qui nous dit que tout simplement, les températures pourraient augmenter. C'est non plus de 2, 3, 4,
On était resté sur le scénario du pire, c'était 4,8%, 4,8 degrés. Là, c'est l'idée que la température pourrait augmenter de 7 degrés d'ici 2100 si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bon, plus 7 degrés, il n'y a plus de vie humaine sur Terre. C'est assez simple. Donc, il faut prendre en considération cette énorme contrainte. Voilà, vous voyez, c'est dans le pire des scénarios, celui d'une croissance économique rapide. Il y a toute la question de la croissance, bien sûr, qui est posée ici. Celui d'une croissance économique rapide alimentée par des énergies fossiles, le thermomètre grimpera en moyenne de 6,5 à 7 degrés en 2100, soit 1 degré de plus que ce que prévoyaient les précédents modèles en 2012. Alors, est-ce que nous sommes capables de faire de la résolution de la question écologique une opportunité, non pas une contrainte? Est-ce que nous sommes suffisamment malins pour résoudre cette question écologique et en profiter pour régler notre gigantesque crise de l'emploi et crise du travail? Est-ce qu'on peut en faire une opportunité pour sortir du chômage et une opportunité pour sortir de la perte de sens du travail? Donc, une occasion de renouer avec le plein emploi et ce qu'on peut appeler la désintensification du travail. Oui, on peut renouer avec le plein emploi, la reconversion écologique. Moi, je parle de reconversion écologique. J'ai l'impression que le terme est maintenant bien diffusé parce que je pense qu'il faut à la fois une conversion immense des mentalités, de nos cadres cognitifs et une reconversion au sens le plus opérationnel du terme, au sens d'une restructuration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les études, elles montrent que la transition écologique devrait créer des emplois. Donc, je crois qu'on peut dire qu'avec la transition écologique, si on la fait bien, on aura plus de travail, un plus grand volume de travail humain, plus de travail dans l'agriculture, certainement, plus de travail dans l'industrie et l'artisanat. Et donc, moi, j'appelle ça l'antidéversement. Peut-être vous souvenez-vous qu'Alfred Sauvy, le démographe, économiste, nous parlait du déversement. Déversement, ça voulait dire je réduis les effectifs à mesure que la productivité augmente, je réduis les effectifs dans le secteur primaire, puis ça se déverse dans le secondaire et identiquement, ça se déverse dans le tertiaire. Moi, je me demande si on ne va pas avoir, avec la reconversion écologique et avec l'idée qu'il faut utiliser moins d'adjuvants chimiques et physiques émetteurs de gaz à effet de serre, si on ne va pas avoir un processus d'antidéversement, augmentation du travail dans le secteur secondaire, augmentation du travail dans le secteur primaire, surtout s'il faut relocaliser, si on peut relocaliser certaines productions. Alors, évidemment, c'est créateur d'emplois, mais il faudra faire très attention aux recompositions, aux transferts de main-d'œuvre et aux restructurations. C'est ce que les syndicats, notamment la Confédération syndicale internationale, appelle une transition juste parce qu'on va avoir des secteurs à fermer ou à réduire, c'est les secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre, des secteurs à ouvrir, à développer, donc de nouveaux métiers. Il faut se rappeler qu'on a connu de relatifs échecs avec les crises précédentes, la crise du textile, la crise de la sidérurgie, ou avec le fonds d'ajustement à la mondialisation. On n'a jamais bien su mener ces restructurations. Et là, nous devons vraiment nous engager à anticiper les reconversions, à cartographier les compétences. Et moi, je pense qu'on peut soutenir que les emplois de la reconversion écologique, ils seront plus utiles, ils nécessiteront plus de travail humain et peut-être qu'ils seront plus axés sur la satisfaction des besoins essentiels. C'est ça, me semble-t-il, l'ambition que nous pourrions avoir et finalement, l'espérance que nous pourrions avoir. La crise sanitaire, elle a révélé et exacerbé les inégalités. Elle a rendu visibles les métiers essentiels. Vous le savez, on a eu beaucoup d'analyses là-dessus. Elle a illustré l'immense fossé existant entre la hiérarchie de l'utilité sociale et des rémunérations. Il y a eu une prise de conscience, me semble-t-il, qui n'a pas été suivie d'actes, mais une prise de conscience. On s'est aperçu aussi que la protection était indexée sur le statut, c'est-à-dire que c'est vraiment les statuts les plus micro-entrepreneurs, intérimaires qui étaient les moins bien protégés. On a eu des études très importantes nous montrant qu'il y avait une surmortalité des travailleurs essentiels. C'est la fameuse étude du service statistique britannique. Les métiers du care, les chauffeurs et les caissiers et caissières ont été les plus attaqués par
mortalité Covid. Il me semble donc qu'on a des mesures urgentes à prendre, alors des mesures qui consistent à augmenter la protection des uns et des autres, sans doute de minimiser l'écart des rémunérations, mais aussi travailler sur les travailleurs des plateformes. Il me semble qu'il faudrait les réintégrer dans le code du travail et aussi les métiers du care avec le rapport LIBO. Ne vous inquiétez pas, je m'achemine, je sais qu'il me reste 7 minutes et je m'achemine donc vers ma conclusion pour vous redire ce que vous savez tous, hein, la crise sanitaire, elle a entraîné même si on n'a pas encore tout vu, hein, une énorme crise économique et sociale avec une augmentation très forte du chômage au premier semestre. On a la tentation d'une relance brune. Alors le plan qui est évoqué, qui a été présenté par Jean Castex à midi, est plutôt tendance relance verte, mais peut-être pas suffisamment. La relance verte, elle est encore plus nécessaire qu'avant la crise sanitaire. Dans le bouquin que je vous ai présenté tout à l'heure, Une autre voie est possible, nous disions qu'il fallait, on s'était appuyé sur le consensus existant, qu'il fallait investir plus de 20 milliards supplémentaires par an pendant 10 ans pour rebâtir notre économie, c'est-à-dire la décarboner et la rebâtir entièrement, la mettre dans une autre situation. Bon, ce n'est pas ce que propose le plan de relance actuel. Il me semble qu'il faut aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, adopter de nouveaux cadres cognitifs et de nouveaux indicateurs. Ça, c'est toute une réflexion que je ne vous développe pas aujourd'hui, mais j'ai consacré avec d'autres collègues pas mal de réflexions à la question de la croissance, de l'indicateur PIB et de la manière dont on pourrait adopter d'autres indicateurs que le PIB qui joueraient plus le rôle d'alerte que celui-ci. Il me semble aussi qu'il faut adopter des quotas carbone et des pratiques de sobriété et que peut-être que nous pourrons avoir avec tout cela un triple dividende. Triple dividende, est-ce qu'on peut l'avoir? Qu'est-ce que ce serait ce triple dividende? Ce serait évidemment ralentir puis stopper les émissions de gaz à effet de serre, ça serait créer des emplois et distribuer le volume de travail supplémentaire sur l'ensemble de la population en âge de travailler, et ça serait améliorer la qualité de ces emplois. Ça, c'est l'annexe au dernier rapport du Haut Conseil pour le climat qui est sorti en juillet 2020, qui nous montre les gains nets d'emploi que nous pourrions avoir grâce à une forte relance verte. Vous voyez que nous pourrions avoir jusqu'à 600 000 emplois à l'horizon, plus 600 000 emplois à l'horizon 2030. Donc oui, on pourrait avoir de la création d'emplois, mais oui, on pourrait aussi peut-être désintensifier et démocratiser le travail. J'aime bien la réflexion de l'économiste Jean Gadret qui nous dit qu'il faut rompre avec les gains de productivité. C'est très fort de dire ça pour un économiste. Rompre avec les gains de productivité, dont Jean Fourastier disait qu'ils étaient le cœur de la croissance, pour faire des gains de qualité et de durabilité. C'est très difficile parce qu'il faut inventer les indicateurs micro et macro qui nous permettent de les mesurer, ces gains de qualité et de durabilité. Il faut que nous arrivions à renouer avec le beau travail. Alors, est-ce que nous pourrions profiter de ce scénario de la reconversion écologique pour mettre en place de nouvelles formes d'organisation du travail? Est-ce que ça doit être des coopératives? Est-ce qu'on peut augmenter la place de l'artisanat dans notre société? Quelles formes vont prendre les relocalisations? Et finalement, peut-on en profiter? Alors, il y a une petite dialectique, hein, c'est profiter de la crise pour mettre en place la démocratie dans l'entreprise qui nous permettra d'aller plus loin dans le processus de dépollution de notre, de notre manière de fonctionner. Voilà, ça, je crois que c'est ma dernière diapositive. C'est le manifeste dont a parlé Laurent Grand-Guillaume tout à l'heure, le manifeste que nous avions publié en mai avec mes collègues Isabelle Ferreras et Julie Batilana, un manifeste que nous allons publier prochainement sous forme de livre avec des contributions. Alors, on a eu des signatures et des contributions du monde entier. Le manifeste a été publié dans une quarantaine de pays, une trentaine de journaux nationaux signés par 6000 académiques. Et ce manifeste, il propose de démocratiser, de démarchandiser
pour dépolluer. Démocratiser, ça veut dire, nous avons repris les réflexions d'Isabelle Ferreira, qui consiste à dire que désormais, nous devrions adopter dans nos entreprises, qui sont des entités politiques, dit-elle, comme dans toute autre entité politique, nous devrions avoir un mode de gouvernement qui fasse place à 50% aux apporteurs de capital, 50% aux apporteurs de travail, de manière à ce que chacun puisse faire valoir sa voix. Donc, démocratiser les organisations de travail, démarchandiser le travail en mettant en place une garantie d'emploi qui soit nationalement édictée en quelque sorte par l'État, mais mise en œuvre par les collectivités locales pour dépolluer. C'est cela ma dernière diapositive qui se demande si votre belle expérimentation est une forme, bien sûr qu'elle l'est, mais si elle était généralisée, c'est une forme de garantie d'emploi. Moi qui ai lu tous les rapports, je trouve que les polémiques sur le coût de cette expérimentation, elles oublient l'importance de la dignité et du travail dans nos sociétés. J'ai trouvé passionnant, notamment dans les rapports que j'ai lus et dans le film de Marie-Monique Robin, que les principales activités soient en fait du côté de l'environnement, du recyclage et de la réparation. Ça me semble mais vraiment extraordinairement important. Donc, il me semble qu'on pourrait faire de ces entreprises à but d'emploi un laboratoire du travail futur. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette expérimentation, c'est que ce que cherchent ces entreprises à but d'emploi, c'est la satisfaction des besoins sociaux. Et dans mes réflexions sur le PIB, si vous voulez, ma réflexion consiste à dire qu'il faudrait enserrer notre PIB dans deux grands indicateurs qui seraient d'une part l'empreinte carbone et d'autre part l'indice de santé sociale, et que ça veut dire que notre société aurait comme but ultime, comme ambition, de satisfaire les besoins sociaux avant toute chose. Évidemment, le lien social, c'est magnifiquement montré dans le film de Marie-Monique Robin, la qualité du lien social qui se réinstaure entre les personnes, c'est absolument magnifique. Et puis, j'ai également énormément apprécié dans tout ce que j'ai lu et vu sur cette expérience, cette idée que les emplois sont construits à partir de la cartographie des besoins non satisfaits et des compétences. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler et raisonner aujourd'hui. Voilà, et j'ai parlé pendant 1 heure. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dominique, pour cet exposé fort intéressant qui aborde énormément de choses et ce voyage dans le temps jusqu'au plus récent, finalement, TZCLD et l'expérimentation en cours. Donc, comme il s'est prêté là, donc on a, avec les 365 participants qui sont en ligne et un certain nombre de questions-réponses qui ont lieu. Donc, merci à celles et ceux qui ont posé des questions. Continuez à en poser. Avec Morgane, nous essayons de ne rien louper. Alors, la première question, mais je la prends parce qu'elle vient et qui a suscité pas mal de questions, c'est: avez-vous le sentiment que l'on saisit l'occasion de changer de société après la crise sanitaire traversée? Alors, ce n'est pas directement en lien avec votre exposé, mais on sent bien que voilà, la crise Covid marque les esprits. Et donc, du coup, notamment, vous parliez tout à l'heure de votre manifeste. Et finalement, est-ce que finalement la crise sanitaire n'est pas aussi un formidable atout pour relancer ces questions? Voilà, c'est assez large, mais on va commencer avec celle-ci. D'accord, merci pour cette question. J'ai envie de faire une réponse assez ambivalente. C'est-à-dire, on a tellement rêvé pendant le confinement. Moi, j'ai dû écrire, je ne sais pas, des dizaines d'articles pour penser le monde d'après, et je ne suis vraiment pas la seule, j'ai bien vu. Hein, tout le monde s'y est mis, c'était génial d'ailleurs. Mais donc, tout le monde s'est mis à rêver sur le monde d'après. Alors, on allait revoir toute la hiérarchie des rémunérations, on allait tout changer, quoi. Bon, évidemment, ça ne s'est pas passé. Je dirais pas qu'on est revenu à la normale parce que quand même ce plan de relance de 100 milliards là, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Maintenant, est-ce que ce que j'appelle les cadres cognitifs ont changé? Ça, je ne pense pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression que là, ce qu'on essaye de faire, c'est, d'ailleurs c'est très bien dit par Jean Castex, hein, c'est retrouver les niveaux de croissance d'avant. Et moi, je ne suis pas sûre que si on veut réussir la reconversion écologique, il faille qu'on conserve cette idée de croissance. Je pense qu'il faudrait qu'on parvienne à une véritable reconversion de nos esprits
et à envisager des paradigmes radicalement différents. Je vous donne un tout petit exemple que développent magnifiquement les travaux de Philippe Descola, hein. C'est-à-dire, on vit depuis des siècles sur l'idée que, c'est ce qu'on se disait en début de séance, on a une nature qui est en face de nous, on doit la transformer radicalement. Et d'une certaine manière, ça c'est une idée qui était très développée au 19e siècle, on doit l'humaniser, on doit enlever tout ce qui est naturel pour mettre de l'humain à la place, le spiritualiser. Le philosophe qui a montré ça au mieux, c'est Hegel. Hegel, il dit en gros, à un moment, on a la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est l'esprit absolu. Ça veut dire qu'il y a de l'esprit partout, il y a de la nature nulle part. Bon, Descola nous dit, ce paradigme-là, cette représentation où on a un humain face à la nature, c'est une spécificité occidentale, ça n'existe pas partout. Il y a des peuples qui se représentent les choses différemment. Et, alors il ne le dit pas, mais moi je dis, il faut sans doute qu'on quitte ce paradigme-là pour adopter ce qu'un auteur comme Aldo Leopold, il écrit dans les années 50, c'est un grand écologiste, il dit il faut qu'on cesse d'exploiter la nature, il faut qu'on lâche le paradigme d'exploitation et de conquête pour mettre à la place un paradigme d'amour, de respect, de prendre soin. Bon, ça, si on pense ça, tout le reste change. Donc je ne pense pas qu'on en soit à ce point de changement. Je ne pense pas qu'on soit prêt à ça. Alors, il y a ensuite une question sur la semaine de 4 jours, savoir si elle est toujours d'actualité. Et aussi une question qui se rapproche, qui demande quel serait le temps de travail idéal, selon vous. Alors, sur la réduction du temps de travail, moi j'ai été une fervente partisane de la réduction du temps de travail. Et j'ai aussi écrit un livre avec Pierre Laroutour sur la semaine de 4 jours. Mon avis a un tout petit peu changé depuis que j'essaye de réfléchir à la reconversion écologique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la reconversion écologique, c'est à mon avis beaucoup plus de travail humain, beaucoup plus d'huile de coude, moins d'adjuvants et de consommation d'énergie mécanique ou chimique susceptible d'augmenter les gaz à effet de serre, plus d'huile de coude. Ce travail humain, il faut qu'on soit capable de le répartir sur l'ensemble de la population en âge de travail. C'est ça notre défi. C'est qu'à chaque instant, il y a un volume de travail humain disponible, je dirais. Il faut qu'on le répartisse sur l'ensemble de la population. Est-ce qu'au terme du processus, on va avoir un temps de travail plus court ou moins court? J'en sais rien. À mon avis, peut-être pas beaucoup plus court, mais ce qui m'importe, c'est cette idée de partage et c'est surtout que ça soit fait de façon collective, hein. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par le temps partiel qui amène à des inégalités, mais qu'on ait une réduction de la norme de travail à temps complet. Il y a une petite question de sémantique qui est « Qu'est-ce que la relance brune ?» Ah, d'accord. La relance brune, c'est une relance qui consiste à utiliser les énergies fossiles. Et c'est la différence entre brune et vert, hein. Brune, j'utilise les énergies fossiles et donc j'émets des gaz à effet de serre. Vert, j'utilise des énergies décarbonées. Alors, peut-être une question qui est en lien, Nathan, comment le télétravail va-t-il modifier les rapports au travail? Et une question qui vient, c'est intéressant, parler avec le syndicalisme et notamment le soutien syndical à ceux qui continueront d'en avoir besoin, qui ne seront pas ou pas connus de leurs collègues, un modélisation du poids du groupe et du rapport de force avec l'employeur, Ouais. l'entreprise. Ouais, ça c'est très 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 important, intéressant. Autant le télétravail nous a rendu des services immenses, ça personne ne peut le nier, c'était formidable, ça nous a permis de conserver des liens. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en supposant qu'on ne sera pas reconfiné? Moi, ma crainte, ça aurait été qu'on se dise que, ok, tout le monde passe en télétravail et c'est super. C'est vrai que les entreprises, elles peuvent y trouver de l'intérêt, hein. Même si jusqu'à maintenant, les entreprises elles étaient assez réticentes parce qu'elles pensaient qu'elles ne pourraient pas suffisamment contrôler leurs salariés. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on ait un effet de bascule et que les entreprises se disent que, bah, tiens, elles vont faire d'énormes économies, notamment d'immobilier, hein, de bureaux. Donc, parce qu'il y a quand même un désir, j'ai lu plusieurs enquêtes là-dessus, il y a un désir des salariés, il y avait déjà un désir avant, qui était un peu frustré, un désir de télétravail, mais évidemment, il y a plein de risques.
Le risque, c'est l'isolement des salariés. Ils peuvent plus se voir, ils peuvent plus se parler. Ils sont seuls face à leur employeur, donc ils ne peuvent pas résister à une charge de travail de plus en plus importante. On le sait très bien, tout le monde ne télétravaille pas de la même façon. Certains ont leurs jeunes enfants, ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Donc voilà, ma réponse, ça serait attention à surtout pas généraliser massivement le télétravail au sens d'y passer, je sais pas, 4 jours par semaine, quoi. C'est beaucoup trop. Donc, le télétravail pour tout le monde à petite dose, oui. Petite dose, c'est quoi? 2 jours. Mais il faut absolument conserver de la présence parce que c'est absolument indispensable, y compris pour permettre aux salariés de se mobiliser, de donner de leur voix collective au sein de l'entreprise. Ok. Morgane, tu as… Oui, on peut peut-être faire le lien avec pas mal de questions sur la fin du salariat et l'ubérisation. Ah ouais. Alors, attendez, j'en reprends certaines. La question de la santé des travailleurs est bien trop absente des débats alors qu'avec l'ubérisation de la société des emplois se développe de plus en plus en dehors des protections du salariat. Qu'en pensez-vous? Il y a une question aussi sur le fait que le lien salarial entre Uber et certains chauffeurs ait été reconnu par des injustices et que du coup, on peut se poser la question de savoir si il y a vraiment une fin prévisible du salariat. Enfin, voilà, pas mal de questions sur ce sujet-là. Ouais, je crois qu'on peut dire que depuis un certain nombre d'années, il y a quand même une offensive massive contre le salariat, hein, et comment dirais-je, une manière de présenter le salariat qui est extrêmement dévalorisante. C'est-à-dire, en gros, le salariat, c'est un truc très lourd, avec des règles, c'est pas bien, c'est mieux la liberté d'être auto-entrepreneur ou d'être entrepreneur, bien sûr, encore mieux. Donc, on a tout un discours de dévalorisation du salariat qui s'est construit. Le salariat serait lourd. Il serait lourd aussi, pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les salariés. Les salariés n'auraient pas d'autonomie, ne pourraient pas avoir d'autonomie dans le salariat. Le salariat, ça serait la pure subordination. Et évidemment, les plateformes, elles ont joué là-dessus. Elles ont joué sur cette mauvaise image du salariat, sur les mauvaises pratiques, hein, de certains employeurs vis-à-vis, sur le poids de la hiérarchie, en effet. Donc, ce que disent les plateformes aujourd'hui, c'est: regardez, nous, on vous fait une promesse d'autonomie. Cette promesse d'autonomie qui n'a pas été tenue dans les dernières décennies, nous, on va vous la proposer. On vous propose une manière de travailler très flexible, très souple. Vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez, etc. Et ça a joué au début, ça a joué sur les… Là, je parle bien sûr sous le contrôle de Laurent Grand-Guillaume, mais ça a joué sur les travailleurs des plateformes. Ils étaient intéressés par ça. Mais alors, nous, on a un programme de recherche qui est dirigé par Sarah Abdelnour ici à l'ERISO avec beaucoup de chercheurs. On a publié un petit bouquin qui s'appelle « Les nouveaux travailleurs des applis » au PUF, à la Vie des idées, où on essaye de faire le point là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un certain nombre des travailleurs des plateformes en ont absolument assez, que cette promesse d'autonomie n'a pas du tout été tenue, que les plateformes ont joué avec eux, et comme je le disais tout à l'heure, ces gens ont des très faibles protections, sont coincés dans des statuts de micro-entrepreneurs où ils ne peuvent pas être intégrés ni dans le droit classique de la protection sociale, ni dans le droit du travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation de la durée du travail, il n'y a pas de congé, etc., etc. Donc, je crois qu'un certain nombre de travailleurs des plateformes commencent à comprendre le marché de dupes dans lequel on se trouve. Mais les plateformes, elles résistent. Laurent est bien placé pour le savoir. Elles résistent. Elles font maintenant du chantage à l'emploi. Elles disent que si jamais on les obligeait à remettre les travailleurs des plateformes dans le salariat, elles seraient obligées de fermer la porte et que ça mettrait tous ces gens au chômage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire, comme la personne qui posait la question le disait, qu'il y a maintenant des contentieux de plus en plus nombreux, beaucoup d'affaires qui sont maintenant devant la Cour de cassation, où la Cour de cassation a dit très clairement qu'il s'agissait de travail salarié. Donc, il faut absolument que les plateformes bougent. Pour l'instant, elles veulent pas bouger. On a un gouvernement qui semble ne pas tellement vouloir réintégrer ces personnes dans le salariat. Il y a eu une proposition de loi absolument remarquable qui a été présentée au Sénat par le groupe de la gauche,
je ne sais plus quel est l'acronyme exact, mais un projet remarquable qui proposait de réintégrer les travailleurs des plateformes, pas tous, certains travailleurs des plateformes, ceux qui vendent leur force de travail, de les réintégrer dans le livre 7 du Code du travail, c'est-à-dire et de les abriter comme ça dans le Code du travail en adoptant des dispositions spécifiques pour eux. Et cette proposition de loi, elle permettait de montrer qu'on peut avoir également beaucoup de souplesse et d'autonomie dans le salariat. C'est ça qui me semble vraiment ce que nous devons clamer très fort. C'est le salariat, ça n'est pas seulement quelque chose de très lourd, des règles embêtantes, etc. C'est aussi de la protection, mais ça peut tout à fait coexister ou donner de l'autonomie à ces salariés. Donc voilà, là, on est toujours dans cette situation où le gouvernement a imposé des chartes facultatives. Donc pour l'instant, on demande à ces plateformes de mettre en place des chartes facultatives, et donc ça veut dire que rien ne va changer. Il y a une mission qui est en cours pour voir comment ces travailleurs de plateforme pourraient être représentés, c'est la mission Froin, mais apparemment le gouvernement ne semble pas vouloir bouger sur cette question, ce qui me semble extrêmement embêtant parce que ce sont des gens, les livreurs et les chauffeurs, qui pendant la crise ont été particulièrement confrontés aux risques sanitaires. Alors, Dominique Méda, revenu universel, revenu de base, revenu universel d'activité, garantie emploi, tout ça, on en est où? Vous en êtes où? Tout ça. Alors, moi, j'ai jamais été en faveur d'un revenu universel parce que j'ai toujours eu peur que ce soit la modalité la plus libérale qui soit choisie. Ça veut dire un revenu assez bas qu'on donne à tout le monde pour solde de tout compte. Et après, on peut supprimer toutes les règles à l'œuvre sur le marché du travail. On peut supprimer le SMIC, on peut supprimer tout le droit du travail, quoi. Donc, j'ai toujours eu très peur de ça. Donc, je préfère une réforme assez radicale dans le sens qu'avait proposé Christophe Sirugue, du RSA, c'est-à-dire une augmentation du montant du RSA, une automatisation de son versement, une ouverture aux 18 ans, etc. Ça, on peut faire vraiment beaucoup de choses là-dessus. Et une garantie d'emploi. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il soit intéressant de donner comme ça des sommes d'argent aux personnes, sauf peut-être en ce moment. Ma seule exception, c'est en ce moment, je pense qu'il faudrait donner à tous les ménages des sommes pour ne pas sombrer dans la crise, la précarité, etc. Mais d'une manière générale, si vous voulez, je ne suis pas en faveur d'un revenu universel, mais je suis en faveur, en revanche, d'une redistribution de l'emploi, d'une garantie effective du droit à l'emploi et donc d'une garantie de l'emploi. Et je suis assez attachée à ce qu'on avait proposé en 1995 dans un rapport c'était encore le commissariat général du plan, un rapport qui s'intitulait Le travail dans 20 ans. On l'avait sorti en 1995. Et ce rapport, il proposait de mettre en place un contrat d'activité qui permettait aux personnes, qui était géré localement et qui permettait aux personnes de ne pas passer par la case chômage. Et je suis aussi très intéressée, si on pense à la reconversion écologique, par des propositions britanniques, une association qui s'appelle 1 Million Climate Jobs, 1 million d'emplois pour le climat. L'idée, c'est dans les secteurs qui sont impactés qui doivent fermer ou se réduire à cause des émissions de gaz à effet de serre et des énergies fossiles, on prend les personnes qui doivent perdre leur emploi et on les met immédiatement dans un service public du climat où on va, pour les uns, les former, pour les autres, les réutiliser immédiatement dans les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre pour la rénovation thermique des bâtiments, le verdissement des processus industriels, l'agroécologie, etc. Alors, 3 questions qui se répondent et qui font le lien avec votre réponse précédente. Quels seraient selon vous les bons choix à faire aujourd'hui pour anticiper et préparer les prochaines crises? Quel regard portez-vous sur la garantie emploi proposée par TZCLD et le fonds d'expérimentation en lien avec votre manifeste? Et votre scénario 3 est-il dans les pistes à prendre en compte pour guider les activités à développer sur les territoires dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper les prochaines crises? Il faut faire la reconversion écologique le plus rapidement possible et je dirais,
alors c'est facile de dire ça, mais je dirais quoi qu'il en coûte, en effet, exactement comme notre président. Euh, Notre président qui est un petit peu en train de changer d'avis, hein. J'avais été invitée au grand débat avec les intellectuels, entre guillemets, je crois que c'était en mars dernier. On était à l'Élysée, on était une soixantaine. Et moi, la question qu'on avait le droit de poser chacun, une petite question au président de la République, et donc je lui avais posé la question suivante, je lui avais dit, il faut qu'on fasse la reconversion écologique. Est-ce que vous êtes prêt à consentir un investissement de 20 milliards d'euros supplémentaires dans la transition écologique voilà, pour préparer nos économies. Et il m'avait répondu assez sèchement que Nicolas Sarkozy l'avait tenté, l'avait fait, et que ça n'avait pas fait diminuer le chômage. Donc, en gros, que c'était une mauvaise idée. Bon, là, j'ai l'impression qu'il a un peu changé d'avis sous la gravité de la crise. Mais donc, si on veut anticiper les prochaines crises, il faut que, j'ai envie de dire, qu'on change tout, c'est-à-dire faire la reconversion écologique, mettre des moyens énormes dans toute la prévention, par exemple la santé, notre système de santé. Il faut mettre beaucoup plus d'argent que ce qui existe dans la prévention. Organiser ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est devenu un terme à la mode, la résilience, c'est-à-dire, et surtout essayer essayer de prévoir tout ce qui risque d'arriver. Vous avez vu, on parle du permafrost. On dit qu'il y a des virus qui sont coincés dans le permafrost depuis des milliers d'années et que quand ces trucs-là vont sortir, est-ce qu'il ne faut pas carotter, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'il ne faut pas carotter, aller voir ce que sont ces virus et commencer des recherches pour anticiper ce qui risque de nous tomber sur le coin de la figure. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on retourne tout et qu'on se dise que la menace principale aujourd'hui, c'est la menace écologique et qu'il faut organiser notre société pour résister à cette menace-là en faisant en sorte de prendre en considération la question sociale, évidemment, c'est-à-dire de ne pas laisser, normalement, ceux qui vont être laissés au bord du chemin, ça va être comme d'habitude les plus pauvres. Donc vraiment en prenant toujours en considération les plus pauvres et des études qui nous montrent un peu quels sont les besoins fondamentaux des personnes. Je pense au budget de référence, hein. Ça c'est très intéressant, les budgets de référence qui nous montrent que la somme nécessaire pour une famille, pour une personne, pour vivre à peu près normalement, c'est 1 500 €. Bon, comment on fait pour que chacun accède à peu près à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Et du coup, j'ai oublié les autres questions. Où est-ce que j'en suis de la garantie de l'emploi? Oui, bien sûr que votre expérimentation peut servir. Simplement, là, vous étiez un peu coincé dans cette expérimentation puisque vous étiez coincé dans le nombre d'activités à développer. Moi, mon idéal, moi je me dis, mais ça c'est dans ma petite tête, que ces emplois de la reconversion écologique, donc par exemple dans le bâtiment, dans le BTP, on nous dit qu'on pourrait créer 300 000 emplois dans le BTP, dans l'agroécologie. C'est des emplois pas nécessairement hyper qualifiés, mais c'est des emplois utiles, normalement non délocalisables. Je me dis qu'ils donneront certainement je ne dis pas qu'ils ne seront pas pénibles, mais qu'ils donneront des satisfactions aux personnes et que également dans la réparation, dans le recyclage et tout ça, on peut vraiment utiliser les compétences de tout le monde. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans ce que vous proposez, c'est-à-dire cette idée qu'on va partir des compétences des personnes, à la fois des besoins à satisfaire et des compétences des personnes. Donc c'est mettre le monde tel qu'il existe aujourd'hui à l'envers, quoi. Pas mal de questions encore on y vient sur la notion des territoires, puisqu'on voit bien, ça nous parle, un territoire zéro, chemin de longue durée. Et nous, du coup, on a beaucoup entendu aussi l'exécutif de confiance faite au territoire, c'est censé qu'on puisse le définir, et la place des territoires, avec notamment l'idée d'une réponse locale, parfois plus pragmatique. C'est quoi un territoire, Dominique Média? Voilà, vous me posez des questions de plus en plus difficiles. Ouais, c'est l'idée. Moi, j'aimais beaucoup les travaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Robert Sallet, qui montrait que les territoires avaient des avantages comparatifs différents et qu'il fallait qu'ils fassent jouer ces avantages comparatifs. Et c'est vrai qu'on est dans des traditions en France radicalement opposées, hein. Je ne sais pas si on sera capable de faire ce basculement-là, c'est-à-dire de laisser beaucoup plus de pouvoir au territoire, c'est-à-dire à des… Je ne suis pas sûre que ce soit des bassins de vie, c'est beaucoup plus large qu'un bassin de vie, un territoire. Je
je trouve que là, on a aussi un chantier de réflexion qu'on n'a pas développé précisément parce qu'on était hyper jacobin. Mais comment est-ce qu'on va, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire avec la production d'électricité? Est-ce qu'on doit en effet renoncer à nos réseaux nationaux ou avec la SNCF, renoncer à notre réseau en étoile et décider qu'on va tout décentraliser. Non pas déconcentrer, mais on va tout décentraliser, comme en Allemagne par exemple. Je ne sais pas si on est capable de faire ce basculement-là. J'en suis pas certaine. En tout cas, tout ce qu'on a fait ces dernières années là me semble un échec quand même, parce qu'on on a transféré des compétences sans transférer des budgets, on a fait des enchevêtrements absolument épouvantables entre les différents niveaux. Donc, territoire, c'est un nouveau mot versus département, commune, région. Mais je vous renvoie à la question. Hein. Moi, je ne sais pas tellement ce que ça peut recouvrir, quoi. Ça peut faire le lien avec des questions sur le rôle des territoires dans ce changement, et notamment avec la garantie d'emploi pour tous que vous préconisez dans votre manifeste. Vous estimez qu'elle doit être à la main des collectivités. Ouais. Oui, parce que on se dit que ce sont les collectivités qui sont le plus capables, peut-être, d'une part, de cartographier les compétences des personnes qui habitent sur le territoire, qui travaillent sur le territoire, à la fois des compétences qui sont existantes dans les individus et attendues pour satisfaire les besoins sociaux. Et que ce sont aussi les territoires qui sont capables de voir quels sont ces besoins sociaux et peut-être de décider la manière dont on va les satisfaire. Mais c'est vrai que je trouve ça. Alors, il existe déjà des observatoires, plein d'observatoires locaux. Il se passe plein de choses au niveau des territoires, au niveau des régions. Mais comment on va passer, par exemple, des grandes régions qui sont chargées du développement économique à des territoires qui, à mon avis, sont plus petits et qui pourraient organiser cette reconversion écologique au plus près? Ça me semble un chantier absolument gigantesque, qui me semble pour l'instant sous-estimé. Hein. Je pense qu'il faudrait, alors peut-être que le plan va servir à ça à nouveau, mais je pense qu'il faudrait une somme à nouveau de réflexion et d'inventivité, à la fois pour la reconversion écologique, des capacités d'anticipation et une administration sans doute organisée d'une façon différente, parce que notre administration, elle est quand même hyper nationale, elle est hyper en silo. Donc là, on a partout des chantiers gigantesques. Alors, oui, je reprends la question. Comment imaginez-vous une stagnation de la création de richesse, voire une décroissance, pour sauvegarder la planète, compatible avec un maintien, voire un accroissement de notre sécurité sociale occidentale? Question de Damien. Non, mais je crois que ce qui est important… Oh, non, pardon. Non, je dis si tant est que l'objectif sera cette conjugaison-là. Ouais. Alors moi, je parle plutôt de société post-croissance, pour rompre avec l'idée croissance ou décroissance. Ah, vous êtes des vilains décroissants, ah, vous êtes des vilains croissants. Je parle de post-croissance, c'est-à-dire laissons tomber la croissance comme objectif majeur de nos sociétés. Alors ça, c'est hyper difficile aussi, hein, parce que nos sociétés, elles sont organisées depuis très longtemps autour de la croissance. Hein. On est des sociétés fondées sur la croissance. On a besoin de croissance, on a besoin de pédaler pour continuer, en effet, ou du moins on le pense à vivre. Mais il faut vraiment qu'on s'interroge sur cet indicateur. Qu'est-ce que c'est la croissance? C'est la croissance du PIB, c'est le taux de croissance du PIB. C'est quoi le PIB? C'est un indicateur. Et à quoi ça renvoie? Ça renvoie à la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est un dispositif qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, hein, autour de la Seconde Guerre mondiale, et qui a été standardisé dans les années 70, on va dire. Mais c'est un véritable cadre cognitif, c'est vraiment les lunettes avec lesquelles on regarde la réalité, et c'est également quelque chose qui nous contraint. Ça encadre et ça guide nos actions collectives et presque privées, j'allais dire. Mais cette comptabilité nationale, qui est maintenant universelle, le manuel de comptabilité nationale, il est signé par les 5 plus grandes organisations internationales. C'est vraiment
Voilà, c'est le cadre cognitif par excellence. Moi, je trouve qu'on n'en parle jamais, je trouve ça invraisemblable. Ça détermine absolument tout. Ça détermine ce qu'est la richesse d'une société. La richesse d'une société, c'est quoi? C'est son PIB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la valeur ajoutée par les humains sur un donné. Donc, si la richesse d'une société, c'est ce que nous dit le PIB, donc la valeur ajoutée par les humains, eh ben, on oublie des tonnes de choses. On oublie certaines productions des humains, certaines activités, par exemple le travail domestique, les activités bénévoles, citoyennes, etc. On compte comme des enrichissements des activités qui sont complètement toxiques et surtout, on oublie une richesse fondamentale qui est, un, notre patrimoine naturel, deux, notre cohésion sociale. Deux grandes richesses. Et ça, le PIB ne s'en occupe absolument pas. Il compte tout ça pour zéro. Donc, on vit avec une image complètement tronquée de la richesse. Et c'est monstrueux parce que ça veut dire qu'on est en train sans doute de détruire des richesses fondamentales qui nous permettraient de continuer à vivre dans des conditions à peu près normales pour quelque chose qui est assez réduit finalement. Alors, bien sûr que ce n'est pas réduit, la valeur ajoutée par les humains, c'est pas réduit, mais voilà, ce n'est pas le tout de la richesse. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je pense qu'il faut réfléchir sur ces indicateurs, adopter, moi c'est mon obsession depuis 20 ans, adopter d'autres indicateurs de richesse qui deviennent de nouvelles normes. Et quand je vous disais tout à l'heure, adopter l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle est très intéressante parce elle est à la fois nationale et elle peut être déclinée par individu. Et moi, je me demande s'il ne serait pas temps d'adopter l'empreinte carbone comme indicateur global. Ça veut dire notre pays ne veut pas une empreinte carbone supérieure à X et on la décline par individu. Donc l'empreinte carbone est l'indice de santé sociale, c'est-à-dire un indice qui nous dit quelque chose sur les inégalités entre les individus. Et si vous enserrez le PIB là-dedans, ça veut dire que vous enserrez le processus de production dans des normes sociales et environnementales. Et là, ça veut dire que ce que vous essayez de faire, c'est plus d'avoir le plus gros PIB possible, mais de satisfaire les besoins sociaux dans le respect des normes sociales et environnementales. Alors, plusieurs questions aussi qu'on peut rapprocher. Qu'est-ce qui, selon vous, fera bouger les paradigmes? Est-ce que ce seront les organisations politiques, la société civile? Quelqu'un qui demande si ce changement ne passerait pas aussi par l'éducation des enfants. Et puis, une question qui se rapproche un peu, est-ce que ce système, j'imagine que c'est le scénario numéro 3, serait pas plus facile à mettre en place dans les petites et moyennes entreprises que dans les grands groupes? Oui, que de questions importantes. Sur qui on peut compter? Bien sûr qu'il faudrait compter sur l'éducation, mais bien sûr, c'est absolument fondamental. Mais il faut aussi changer tout de suite, le plus vite possible. Alors, il y a des choses qui sont en train de se passer en matière d'enseignement supérieur. Par exemple, nous, à Dauphine, là, on est en train de mettre, et ça se passe dans beaucoup d'universités, hein, on est en train de mettre en place pour les premières années de licence, un cours obligatoire sur le changement climatique, ses conséquences et ces choses-là. Donc, je pense qu'en effet, à tous les niveaux du système éducatif, il faut absolument que l'on déploie ces connaissances-là qui, pour l'instant, ont été un peu mises de côté. Mais vous voyez, on a aussi une organisation, par exemple, une organisation en discipline qui est complètement sidérante. On a des disciplines comme ça en silo, on a des sciences naturelles d'un côté, des sciences humaines et sociales de l'autre, une économie qui elle aussi est tronquée, hein, c'était René Passet qui disait ça, que les économistes ont une vision tronquée de la situation parce qu'ils ne regardent pas justement l'encastrement des humains dans la biosphère. Et donc, voilà, il faut qu'on réencastre nos disciplines dans les sciences, dans les sciences naturelles. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très compliqué. Donc oui, il faut jouer sur l'éducation. Comment on pourra changer? Mais je ne sais pas si on va y arriver. Vous connaissez tous les travaux qui nous disent que c'est vrai que si vous arrivez aux élections, regardez ce qui est arrivé à Dominique Bourg, vous arrivez aux élections en disant il faut tout changer, sinon on va mourir demain. Ça ne marche pas. Donc, comment, sur quelle
volets, quelles émotions, est-ce qu'il faut jouer sur les émotions ou sur la raison? Moi, je pense que là, on a vécu une crise telle qu'on a été bouleversé. Et c'est pour ça que je pense que les personnes sont susceptibles de se rendre compte que nous avons été menacés dans notre existence même et que nous pouvons l'être à nouveau très fortement. Et donc, on a là une extraordinaire opportunité pour vraiment consentir des investissements massifs pour changer radicalement notre économie, mais changer également nos manières de raisonner. Mais c'est vrai que ce sont des changements absolument radicaux. Je ne suis pas sûre qu'on arrivera à les faire rationnellement, naturellement, sans y être poussé par de nouvelles catastrophes, par exemple. Mais je pense qu'à mesure qu'on aura de nouvelles catastrophes qui s'annonceront, regardez ce que ça nous fait, les incendies en Australie, les incendies en Californie. Je crois que plus ce type d'événement catastrophique se déploie, plus nous serons prêts à changer radicalement nos modes de vie. Morgane, tu veux... Non. Alors, non, il y a beaucoup de questions effectivement sur la question de la croissance, la mondialisation, comment, notamment en l'opposant à l'objectif de reconversion écologique. Alors, on a une question aussi de comment financer cette reconversion écologique. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre, je crois qu'on a un peu abordé la question. On a abordé beaucoup de grandes questions. Ouais, de grandes questions. C'est pour ça qu'on essaie de revoir un peu ce qu'on aurait loupé. Je viendrai après parce qu'il y a des questions qui sont plus comment dire, ciblées sur notamment l'expérimentation. Ouais, peut-être qu'on peut partir sur une ou deux dernières questions là-dessus. Ouais, vas-y, je t'en prie si tu as ciblé. Alors, il y a une question qui est, face à la polémique sur le coût de territoire zéro chômeur de longue durée, comment valoriser l'importance de la dignité et du travail? Et une autre question qui est, comment évaluer le lien entre niveau de rémunération et utilité sociale? Je ne sais pas s'il faut valoriser. C'est intéressant parce qu'en matière sociale, on se retrouve avec les mêmes questions qu'en matière écologique, en fait. Je reviens sur mes histoires d'indicateurs. Pour lutter contre la domination du PIB et de la croissance, vous pouvez ou bien choisir de développer des indicateurs sociaux et physiques, c'est-à-dire vous vous dites ce qui importe, c'est la qualité de mes nappes phréatiques, est-ce que j'aurai de l'eau potable, mon nombre de forêts, d'arbres, etc. Soit vous monétarisez tout et vous quantifiez tout de façon monétarisée. C'est par exemple ce que proposait la Banque mondiale. Elle a proposé un indicateur. C'est très important parce que l'indicateur, c'est vraiment ce qui organise notre vision du monde. Elle a proposé un indicateur qui s'appelle l'épargne nette ajustée. Et voilà comment ça se passe. La Banque mondiale, elle dit, alors, je prends mon capital économique, plus mon capital humain, plus mon capital naturel. Je monétarise tout ça, je secoue et je regarde ce qu'il en sort. Et s'il en sort quelque chose de positif, alors, je suis bon, j'ai progressé en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et alors, qu'est-ce que c'est votre capital humain? Votre capital humain, c'est le nombre d'années d'études multiplié par le salaire. Et le capital naturel, pareil, vous lui donnez une valeur monétaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement, cette affaire-là? Ça veut dire que vous acceptez de détruire du capital naturel si vous avez un capital humain suffisant. Autrement dit, si nous sommes de plus en plus intelligents, nous pourrons nous passer de notre capital naturel. Donc, tout ça pour revenir à cette idée de quantification, je ne suis pas sûre qu'il faille quantifier monétairement ce qu'apporte l'expérimentation. Je pense qu'il faut affirmer que le fait que chacun ait un emploi, c'est extrêmement important, mais je ne suis pas sûre qu'il faille aller dans le raffinement de la quantification, si vous voulez. D'accord. Écoutez, bon, l'heure tourne, il y a déjà eu beaucoup de questions posées. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là. À la fois d'abord donner la parole à Laurent et vous laisser la parole, Dominique, pour un dernier mot pour la conclusion. Moi, vous remercier chaleureusement d'avoir participé à cette université d'été digitalisée. Bon, il y a évidemment encore beaucoup de questions, mais il y a eu surtout beaucoup de réponses, notamment dans votre brillant exposé. Un grand merci. Et puis, nous n'hésiterons pas à répondre sur les questions qui ont trait plus à l'expérimentation par écrit aux personnes qui l'ont posé. Donc, un grand merci, Dominique Médage.
Laurent, je te laisse. Je me permets juste, Pardon, je me Morgane. permets juste de dire à tous les participants et participantes que l'enregistrement de cette conférence sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de TZCLD. Donc, vous pourrez retrouver le contenu et le partager. À voir et à revoir sur YouTube. Merci beaucoup, Morgane. Laurent. Oui, enfin, rapidement, juste pour tous ceux qui sont encore en ligne, d'abord remercier bien sûr Dominique Méda et puis dire que il y a beaucoup de choses qui font qu'on converge. Parce que dans les territoires, ce que nous défendons, ce sont des activités qui relient l'écologie et les solidarités au pluriel. Voilà. Et surtout en partant toujours des besoins des femmes et des hommes, voilà, qui sont aujourd'hui confrontés à la privation durable d'emploi. Et qu'elle a raison de dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans cette gouvernance par les nombres, hein, c'est que dénonce aussi Alain Supiot par exemple, parce qu'autrement, c'est sans fin. Oui, on doit justifier, répondre. C'est le projet Territoire Zéro Chômeur, sans doute le plus évalué en France par rapport à tous les rapports dont il a fait l'objet, donc on n'en manque pas, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est un vrai combat politique, non pas au sens partisan, hein, mais bien au sens de la vie de la cité. C'est-à-dire que dès qu'on met en place un projet dans un territoire, quel qu'il soit, dès qu'on invente des solutions, finalement, on fait bouger les lignes dans le territoire et bien plus loin qu'on ne le pense. Pour preuve, comme j'ai dit au départ, on a des amis qui sont présents de Belgique et qui vont le faire en Belgique. Et il y a d'autres acteurs dans d'autres pays qui veulent le faire aussi. Donc on est porteur d'optimisme, finalement, non pas BA, mais d'optimisme par le concret. Par le concret et par l'idéal. Parce qu'on porte bien un idéal. On n'est pas dans le solutionnisme numérique, comme on le voit trop souvent, mais bien dans la construction de collectifs humains à travers des entreprises qui sont effectivement des entités politiques, comme disait Dominique Méda. Et on le voit d'ailleurs avec tous les enjeux sur lesquels nous travaillons dans le projet, sociaux, de vie sociale dans l'entreprise. J'ai vu qu'il y avait Anne Dutilleul qui est connectée, par exemple, qui travaille sur cette question-là avec un consultant spécialisé sur le sujet. Et donc, je pense qu'on a vraiment vocation à amplifier ce combat, voilà, à le faire concrètement, mais à continuer ce type de réflexion voilà, que nous menons aujourd'hui avec Dominique Méda et avec d'autres intellectuels français, qu'on n'entend pas assez souvent d'ailleurs, parce que les médias ne sont pas toujours ouverts, je pense aussi, pour des réflexions longues. Ils veulent un peu du tweet ou voilà, c'est un peu la mode. Mais vraiment, on a besoin des intellectuels français pour voilà, nous faire franchir des gaps et puis qu'on voit plus loin et qu'on puisse inscrire ces projets dans quelque chose de cohérent. Voilà, et puis, on a besoin de comprendre le monde complexe qui nous entoure. Et il est vraiment très complexe. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui bougent. Et j'ai bien aimé, pour ma part en tout cas, le concept de post-croissance, parce qu'autrement, c'est des débats infinis, quoi. Il y a ceux qui sont pour la croissance, ceux qui sont pour la décroissance, et on finit jamais de tourner en rond. Et il faut inventer de nouveaux modèles et de nouvelles façons de voir les choses. Et ce qui est intéressant dans Territoire Zéro Chômeur longue durée, c'est qu'on inverse toutes les logiques. Voilà, c'est qu'on voit les choses à l'envers, en fait. Ouais. Et quand on voit les choses à l'envers, finalement, on remet tout à l'endroit. parce que le modèle économique dans lequel on est va dans le mauvais sens et finalement détruit à la fois la planète et met beaucoup de personnes au bord du chemin. Donc voilà ce que je voulais vous dire et que, en fait, comme je dis toujours, on ne gagne que les combats que l'on mène. Donc pour ceux qui posaient des questions sur la suite du projet, qu'ils ne s'inquiètent pas, puisque comme on est tous motivés pour mener le combat, il va être mené dans l'hémicycle par les parlementaires qui nous soutiennent et dans les discussions que nous avons en ce moment pour faire le mieux possible, voilà, et assurer et garantir les conditions de réussite de ce projet. Et puis on s'intéresse aussi à beaucoup d'autres projets qui se font sur plein de questions. Je rappelle que l'année dernière, nous avions parlé par exemple de la question des réfugiés et du travail. Voilà. Un sujet très important aussi. Enfin, on essaie d'investiguer aussi d'autres champs, d'autres sujets qui mettent l'humain au cœur des choix. Donc vraiment merci à Dominique Méda et puis je lui laisserai le mot de la fin. Et je la remercie surtout d'avoir consacré autant de temps, parce qu'il est précieux et il est très sollicité pour nous tous qui ont connecté. Et puis merci à tous ceux qui ont réussi à se libérer. Et finalement, le distanciel, là c'est l'exemple, ça a permis aussi à des personnes de participer à l'université d'été, alors qu'habituellement elles ne pouvaient pas se déplacer parce que ça coûte cher aussi, un déplacement dans une ville où tout le monde se retrouve. C'est sympa,
hein, d'être ensemble et de pouvoir échanger. Mais le numérique a aussi quand même cet avantage, c'est que ça permet à chacun d'y participer d'une façon ou d'une autre, même quand on est très loin, éloignés les uns des autres. Voilà. Donc merci pour votre participation et puis je laisse Dominique nous dire un petit mot de conclusion. Merci. Bon, bah, merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui ont posé des questions. Merci à toute l'équipe qui a très, très bien organisé tout ça. Moi, je pense que tu as dit, Laurent, que le projet avait été énormément évalué. C'est vrai, mais je pense qu'il faut qu'on continue à l'observer parce que ça nous apprend des choses quand même complètement passionnantes, hein. Parce que comme tu le dis, comme les choses sont mises à l'envers, on peut voir ce que ça provoque d'aller demander aux gens quels sont leurs besoins, d'aller leur demander quelles sont les compétences qu'ils voudraient développer. Vraiment, je pense qu'il faut non seulement observer, mais pour s'inspirer sans doute de ces expérimentations, pour repenser le fonctionnement de l'ensemble de notre système productif, qui, comme tu le disais, dysfonctionne complètement dans un certain nombre de cas. Voilà, donc c'est un très très beau projet. Je croise les doigts pour qu'il se continue, qu'il se transforme et je suivrai ça avec beaucoup beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Dominique pour votre intervention encore une fois. Et effectivement, pour tous ceux qui posent des questions sur où nous en sommes dans le projet et son examen parlementaire, je vous invite à la prochaine newsletter, notamment de l'association, où nous vous raconterons absolument tout. Et effectivement, après, les débats dans la grande maison du peuple qui est l'Assemblée nationale. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Et merci pour cette université d'été. Au revoir. Merci Dominique. Merci.